Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver une nouvelle fois dans le Racing Café. Vous le voyez, le Racing Café d'ailleurs qui va même, je vais quand même tenter un truc incroyable, je vais allumer une lumière, puisque finalement, c'est pas si mal quand on me voit bien. Tout à fait, mesdames et messieurs, vous voyez, la fine équipe est évidemment de retour. On a quelques petites choses à vous dire ce soir, hein. Clairement, il s'est passé quelques petites choses cette semaine dans l'univers des sports mécaniques, et donc, eh bien, on va sans plus attendre commencer par les présentations, parce que je vais quand même vous présenter mes petits camarades pendant que je suis en train de brancher la deuxième lampe. Eh bien, bonsoir Manu. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien. Emmanuel Berne de la F1. Ça va, écoute. Qui présentera évidemment saga consacrée évidemment à la famille Andretti. Ça va être un grand moment, évidemment. Greg, notre ami Greg le Rupteur est également là. Salut, monsieur le Père Noël. Bonsoir à tous. Alors je me mets aux couleurs de la saison, voilà. La saison est quasiment finie en F1, donc c'est l'avant-dernier Racing Café, autant, hein, voilà. Voilà, vous avez vraiment hâte d'être là pour le dernier Racing Café la semaine prochaine de l'année. Évidemment, on revient en 2021, c'est signé, voilà, hein, évidemment. Non. On a signé plus vite que Lewis Hamilton. Vous le verrez, donc à mon avis, il y aura de l'eggnog la semaine prochaine, ça va être un carnage monumental. Ce seront les Racing Café Awards, hein, donc il va falloir être là, évidemment. On fera voter dans la semaine qui arrivera. Et enfin, Gaël est également là. Gaël qui, voilà, évidemment, a respecté, bien sûr, le devoir de réserve propre à chacun des membres du Racing Café en portant une casquette Renault DP World F1 Team. Bonsoir, Gaël. Bonsoir à tous. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas. Et merci beaucoup à Rui Breffa pour son 1 bit. Voilà, donc la soirée peut officiellement débuter. Je suis plus riche d'1 centime de dollar aujourd'hui, donc là vous pouvez vous dire qu'honnêtement, on va refaire tout le décor pour l'année prochaine, ça va être assez incroyable. On va pouvoir le fond vert va être amélioré parce qu'à un moment donné, il est dégueulasse. Hein. À ne pas confondre comme le 10 000 avec autre chose, bien sûr. Premier sujet, donc aujourd'hui, on va évidemment parler du Grand Prix de Sakir. On va vous donner nos tops et nos flops de ce Grand Prix de Sakir qui a été remporté, on vous le rappelle, par Sergio Pérez devant Esteban Ocon et Lance Stroll. Oui, je viens de réussir à dire cette phrase sans être absolument étonné. Voilà, à un moment donné, voilà. C'est la F1 en 2020. C'est pas particulièrement étonnant, mais sacrée victoire quand même de Sergio Pérez qui était en 18ème position à la fin du premier tour de course, après l'accrochage avec Charles Leclerc, Esteban Ocon deuxième, son premier podium en Formule 1 et sa meilleure place à l'arrivée évidemment, et puis Lance Stroll qui continue d'accumuler les podiums dans les courses un petit peu cinglées, donc ça fait toujours plaisir évidemment. Le point J, rassure-toi, tu le vois sur le côté droit de l'écran, nous parlerons de Nikita Chiquita bien entendu avant la fin de l'émission. Je vais commencer par Gaël, tiens pour tes tops, on va commencer d'abord de manière positive. Il y aura largement de quoi faire des flops après, mais d'abord tes tops, Gaël. Alors, ça surprendra personne, mais bien entendu, le top, c'est Sergio Pérez. Il a fait une année vraiment exceptionnelle, quoi. Même si ses résultats, entre guillemets, parlent pas trop pour lui, et encore que, il est vraiment P4 au championnat, c'est-à-dire le meilleur des autres. Donc, il a raté deux courses. Il a raté deux courses. Techniquement, il ne peut pas mieux faire qu'être le meilleur des autres. Mais il y a quand même quelques petits couacs de la part de Racing Point qui lui fait perdre un podium à Imola, d'autres courses où la stratégie était un petit peu foireuse, douteuse. Donc, très gros. Franchement, Pérez, il peut pas faire mieux, quoi. Je veux dire, c'est très, très gros top de Pérez. Le deuxième top, c'est bien entendu le vainqueur, on va dire, le vainqueur honorifique du Grand Prix, c'est Russell. Donc voilà comment ce pilote s'est adapté formidablement bien à cette voiture, c'est juste exceptionnel. Et je pensais pas le dire, mais finalement en top, ce tracé de Sakir. Voilà. Franchement, ça nous a offert une course un peu folle. Je pensais pas avoir ce résultat-là avec ce circuit, mais c'est pas déconnant. Je me suis plutôt bien adapté. Oui, c'était assez sympa, effectivement, ce Grand Prix de Sakir sur la version ovale, évidemment. C'est la dernière fois que je peux le dire. Allez, quoi. C'est la dernière fois. D'ailleurs, attendez-vous évidemment la semaine prochaine au Racing Café Award de l'ovale de l'année, bien sûr. Il sera évidemment nommé. Greg, t'es top pour ce Grand Prix. Alors, étrangement, Fittipaldi, parce que il n'a pas roulé depuis un bail. Et, il n'a pas été... Enfin... si ridicule, mais il n'a pas été si en retard que ça par rapport à Kevin Magnussen. Donc, le pauvre garçon, on peut lui dire bravo, parce que il n'a pas roulé depuis 2019 en essais hivernaux, si je ne m'abuse. Donc, il s'en est bien sorti. Il se remet d'une forcément... Il se remet d'une grosse blessure en plus. Qui est en 2018, oui, hein, restons. Oui, quand même. Non, 2000. Oh, oui, c'est en 2018. Ah, 2019 Non, 18. Non, 18, parce qu'il faisait son programme en IndyCar en même temps. Ah, oui. En notre top, c'est pas un top Grand Prix,
c'est un top qualif, à savoir Charles Leclerc, qui on ne sait pas pourquoi, il a fait une position phénoménale sur la grille. Peut-être un moteur Mercedes, je ne sais pas. Je ne l'explique pas, personne ne l'a expliqué. Il y a je sais pas, les planètes étaient alignées, Binotto était de bonne humeur, j'en sais rien. Le moteur 2019. Mais non, c'était. Ouais, un petit boost, un petit coup de boost. Et en petit dernier top, faut pas tomber dans le Russell ou le Perez forcément. Allez, un petit Ocon, parce que mine de rien, il a eu une saison où à lui taper dessus, mais presque. Je veux dire, en plus de ça, il avait des problèmes techniques. On s'est posé la question est-ce qu'il a les épaules, etc. et compagnie. Au final, bon, il a su saisir l'opportunité. Donc non, il est bien. Voilà. Effectivement, Esteban Ocon, qui a eu un début de saison assez compliqué, on peut le dire, mais voilà, il termine quand même sur le podium. Première fois depuis 97 que deux Français sont sur un podium de F1 la même année. Ça remonte, hein, évidemment, c'était Jean Alési et Olivier Panis. Baratigno qui nous dit on t'aime Greg, donc en plus c'est bien, venez, hein, bien sûr, les groupies de Greg Directeur, n'hésitez pas, vous êtes là, chez vous. Bien entendu, vous devez simplement évidemment payer le tarif simple et unique de 5 € directement dans les caisses de l'association Michael Duforest, mais tout ça évidemment sera expliqué par l'avocat. Manu, tu peux nous donner tes tops. Eh ben, moi je vais pas faire très original, mais Pérez quand même, parce que au-delà de la victoire et du fait que ce soit la première, il y a aussi le côté vraiment où il a juste rien lâché dans cette course. Et lundi, je me suis regardé les 15 premiers tours de la course en on-board avec lui. Et en fait, il dépose le peloton, mais c'est un truc de fou. Et finalement, là où on avait peur qu'en début de course, il ait ruiné une bonne occasion de podium ou quoi, il a réussi à remonter, il a réussi à attaquer, il a réussi à gérer les pneus en même temps, ce qui est un de ses grands points forts. Et il a réussi à gagner une course qui était pour tout le monde sauf pour lui, puisque 18e au premier tour et premier à la fin, c'est très rare, sinon ça se fait quasiment jamais. Donc voilà, après en deuxième, je dirais Racing Point, parce que quand ils ont présenté la voiture en début d'année, tout le monde a dit oui, c'est une Mercedes, ils vont gagner facilement, faire des résultats facilement. Et puis en début d'année, il fallait comprendre la voiture, la prendre, et donc du coup, ils n'ont pas fait de résultats, et tout le monde a dit finalement, ils ne savent pas faire, etc. Alors que c'était une équipe qui savait déjà faire des bons résultats avec une voiture qui était vraiment vieille et puis pas aussi bonne. Et là, on voit que maintenant, ils commencent à avoir la mesure de la voiture. Et on voit que ça fonctionne, puisque là clairement, ils sont 3e au championnat vraiment nettement. Et puis, ils viennent de marquer 40 points en faisant un double podium. Donc, c'est le meilleur résultat de l'équipe dans son histoire depuis 98. Et sachant que 98, c'était pas un Grand Prix, c'était à Spa, donc c'était pas c'était pas le Grand Prix le plus normal de l'histoire, quoi. Et puis, le dernier, ça reste quand même Ocon aussi, parce que c'était pas gagné de garder la tête froide et garder les épaules solides avec la saison qu'il a faite. Donc bravo à lui pour avoir réussi à faire ce podium qui était pas attendu, et puis d'avoir réussi à dire bah voilà, au moins Ricciardo sera plus là, mais moi déjà je montre que je peux assurer des résultats pour Renault aussi, quoi. Très clairement, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien pour l'équipe Renault. Et Douto qui nous demande l'année prochaine deuxième Racing Point, du coup, l'expérience accumulée. Je pense que pour aller chercher Red Bull, il y a quand même encore un petit écart quand même. Ouais. À voir. Même si avec elle. Mais bon. Et ça dépend Red Bull en fait ce qu'ils arrivent à faire avec leur deuxième pilote, parce que si Albon continue à ne pas marquer de points et que Vettel se remet à marquer des points, là l'écart il n'est pas si énorme si tu remets les 15 points à Racing Point. Je veux dire, sur l'ensemble de la saison, sachant que Racing Point a eu énormément de poisses avec Stroll qui a eu des accrochages, des casses mécaniques, des crevaisons et tout ça, et les deux pilotes qui ont chopé le Covid et tout ça, je pense que ça peut-être pas aller jouer la deuxième place, mais s'en rapprocher vraiment par contre. On verra ce que ça donnera, on espère. Vas-y, Greg. J'ai l'impression que Racing Point, on est sur une première année où le projet Stroll dans son ensemble commence à faire son œuvre. Oui. Et l'année prochaine, je pense qu'on sera plutôt pas mal avec justement un line-up pilote arrêté, parce que Pérez, j'ai l'impression que malheureusement, c'était le sauveur de l'écurie, parce que c'est lui qui avait tiré la sonnette d'alarme au bon moment, quand Vijay Malaya avait quelques soucis, on va dire, donc c'est passé au côté Stroll, enfin que l'écurie a été en vente, etc. Et ce qu'il y a, c'est que là, j'ai l'impression que il servait un peu de vache à lait, on peut s'appuyer sur lui pour les points, parce que le fils Stroll, il faut bien qu'il se fasse un peu la main. Et là, en gros, on paye un équipier de luxe à Lens,
et on se débarrasse un peu de Pérez qui a fait une saison mais extraordinaire. Donc voilà, Encore une fois, même ça si qui est on, le plus embêtant. même si on se plaint toujours du côté immédiat de la Formule 1, je ne comprendrai jamais l'idée de remplacer un pilote quatrième du championnat largement qui surperforme totalement par quelqu'un qui est complètement à la ramasse cette saison, même s'il a gagné 4 titres. Ouais. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas approché Alain Prost, qui a aussi gagné 4 titres mondiaux? Peut-être qu'il aurait pu faire remonter Aston Martin l'an prochain, bien sûr. Moi, je continue d'être extraordinairement sceptique. On dirait qu'il fait les tests rookie auprès d'Alonso. Nigel Mansell, d'ailleurs, pilotera pour Williams, semble-t-il. Effectivement, oui, les tests rookies qui seront très rookies, ce sera la semaine prochaine, hein, après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Une petite journée de test pour les rookies et Fernando Alonso. Pourquoi pas. Et Sébastien Buemi. Voilà, Sébastien oui et Robert Kubica, hein, qui ont à tous les trois à peu près 450 départs en Formule 1, mais qui ont encore besoin de découvrir la discipline. Les flops maintenant, bah oui, on a parlé de ce qui était bien, maintenant il faut parler de ce qui était un petit peu moins bien. Manu, je vais commencer par toi pour les flops. Et ben moi j'ai mis, alors, en fait j'en ai mis qu'un seul, je me suis rendu compte, mais j'ai mis Bottas, ce qui est très facile, mais en fait c'est à la fois c'est facile, à la fois je veux pas tirer sur l'ambulance, mais sa performance, enfin là ça remonte pas que à Sakir en fait, c'est-à-dire que ses 3 dernières courses sont vraiment pas bonnes. Enfin, il manque de rythme, il a plus la tête froide, il est complètement dans l'urgence, comme on avait dit déjà, et ça se voit. Donc là, concrètement, sa qualif est plutôt bonne, mais même Russell est à 26 millième, donc c'est déjà limite. Il rate son premier départ, il perd la place vis-à-vis de Russell. Il rate la relance, il perd la place vis-à-vis de Sainz, qui récupère parce que Sainz se rate. Et surtout, alors il y a le dépassement de Russell, mais le dépassement de Russell, ça reste quand même... Voilà, ils n'avaient pas les mêmes pneus, pas les mêmes cycles ils n'étaient pas au même moment de leur course, donc pourquoi pas, même si je le trouvais vraiment passif sur le coup. Mais c'est juste qu'en fin de course, il avait les mêmes pneus que Pérez, à 2 tours près, c'est-à-dire des durs qui avaient le même nombre, plus de tours que ceux de Pérez, et le rythme entre les deux n'était pas du tout le même, donc c'est pas assez. Enfin, je veux dire, oui, il a perdu du temps au stand, oui, les pneus un peu plus refroidis, mais il avait le temps de les faire réchauffer, et de toute façon, au bout de 2-3 tours de roulage normal, ils étaient chauds, donc c'était pas bon. Et en plus, il a quelques déclarations un peu de mauvaise foi où il a dit que de toute façon, l'équipe n'avait pas mis la priorité sur sa deuxième place, que Russell avait débuté avec les réglages de Hamilton, donc c'était facile pour lui. Et voilà quoi, donc pour moi, c'est pas des déclarations correctes parce que Russell, c'était tout sauf facile pour lui. Et puis, c'est pas, enfin, dire que l'équipe met pas la priorité sur la deuxième place, je serais tenté de dire. Ils n'ont pas besoin. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ils ont quelqu'un qui gagne devant. Cette deuxième place, c'est bien, mais ça sert pas à grand chose, à part faire un doublé que de toute façon, personne ne se rappellera, quoi. On peut dire à Valtteri Bottas, on peut lui dire qu'accessoirement, s'il voulait débuter avec les réglages d'Hamilton, personne n'empêchait de le faire. Donc, oui, en plus. Non, mais voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu. Et puis en plus, à dire ça, c'est dommage parce que les réglages n'étaient pas les mêmes d'un circuit à l'autre. Je veux dire, les réglages d'Hamilton, c'était une bonne chose, mais une fois que tu passes de Bahreïn à Sakir, c'était pas le même circuit. Donc. Voilà, j'ai trouvé un peu de mauvaise foi et tout ça, donc j'espère qu'il va faire un beau week-end pour repartir sur une autre dynamique. Alors j'espère qu'il insultera pas tout le monde s'il gagne, mais... Oh, si. Par principe. C'est la base. Mais ouais, qu'il fasse une bonne course pour finir, histoire de pas laisser une image comme ça de sa saison, parce que c'est pas digne de ce qu'il a pu faire avant, en 2017 ou 2019 notamment, donc c'est dommage. On rappelle que Valtteri Bottas, pour l'instant, n'a que 127 points de retard sur son équipier Lewis Hamilton qui a raté un Grand Prix cette saison. C'est encore jouable évidemment pour lui. Il a surtout que 16 points d'avance sur Max Verstappen pour la deuxième place du championnat. Heureusement pour lui, Verstappen a abandonné très tôt dans le Grand Prix de Sakir. Gaël, tes flops? Alors, je ne vais pas trop répéter tout ce que vient de dire Manu, mais oui, Bottas, effectivement. Alors, moi, le flop, je le mettrais sur le départ de Bottas. Encore. Voilà, ça conditionne vraiment tout son Grand Prix, son moral, etc. Donc oui, effectivement, les départs de Bottas, c'est vraiment une dinguerie. Sinon, les flops, Mercedes, les stands, qu'est-ce qui se passe? Alors, entre guillemets, tant mieux que Mercedes foire des stands, parce que bon, au moins, on voit quand même qu'une équipe, c'est du travail, c'est beaucoup de boulot, ils sont pas infaillibles. Donc oui, ça peut arriver à Mercedes aussi. Bon, là, c'est quand même du gros foirage, c'est du gros n'importe quoi. Donc, bon, je le mets forcément dans les flops. Mais attention, qui imite Mercedes, Ferrari, forcément, qu'est-ce que c'est ces stands chez Ferrari? C'est juste pas possible.
À un moment donné, ce qui est bien, c'est qu'il fut quand même un temps, on avait dit, tiens, puisqu'on ne peut pas dépasser sur la piste, on va dépasser par les stands. Donc, on s'est vraiment appliqué à améliorer toute la procédure dans les stands. Il y a eu un gros boulot énorme de fait sur des pistolets toujours plus légers, des procédures répétées. Eh ben, je crois que Ferrari est pas loin des derniers, quoi, dans les stands. C'est juste catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais là, à mon avis, parce que ça foire littéralement une course, quoi. Bon, eux, ça va parce qu'ils n'ont pas le rythme pour gagner, mais bon, quand même. Alors, Tommy Diaz nous dit Donc, qu'ils voilà. ont expliqué qu'ils ont un souci sur le design des écrous. Coup dur, j'ai envie de leur dire, ben, il fallait en faire d'autres. C'est toujours un peu... C'est ça. C'est la réponse un peu facile, mais... Non, mais surtout, c'est que voilà, ça fait combien d'années que la concurrence n'a pas copié un truc de Ferrari, quoi. Bah, depuis que Ross Brown, Jean Todt et C'est mauvais signe. tout ça sont partis, hein. Il y a un moment... Faut être un peu honnête avec Ferrari. C'est sûr que voilà, comme dit Mila, ils ont du matériel de brocante et des stagiaires. Non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je trouve ça complètement dingue. Pour rebondir, après, je te laisserai terminer, Gaël, pour tes flops. Mais c'est voilà, une époque, Ferrari, c'était l'excellence et on prenait tous les meilleurs dans chaque domaine. Et on sent que ça n'est plus du tout la volonté actuelle. Hein. C'est vraiment, voilà, on a l'impression qu'on est à la plage. Sébastien Vettel qui a dit des choses sur Mattia Binotto aussi avant ce Grand Prix d'Abu Dhabi, expliquant globalement voilà, pourquoi la relation n'était pas aussi bonne avec Binotto qu'avec ses prédécesseurs. Voilà, ils ont effectivement viré Resta qui ira maintenant, Simone Resta chez As. Qui se retrouve, voilà, bon, je sais pas vraiment si c'est une promotion très clairement. Voilà, Tellement, il avait fait chez Alfa Romeo à la base. Ouais. Et ils l'ont fait amener chez Ferrari. Et puis, bon, puis finalement, il va aller chez As s'occuper de. Ouais, mais alors, autant avant, c'était vraiment pour aller dire Alfa Romeo, on va leur donner un coup de main. Autant chez As, de ce qui se passait ces derniers temps, c'était que Resta Binotto, il y avait un peu de l'électricité dans l'air. Donc, bon. C'est comme tu dis, c'est un peu pour s'en débarrasser, le pauvre gars. Et comme dit Tommy dans le chat, As ne sait même pas exactement à quel poste. Hein, voilà, il est là, bonjour, et puis bon, bah. Ouais, puis bon, je crois que c'est un peu pour anticiper peut-être les budgets capés. Oui, c'est ça. Il place Resta, il place Mick Schumacher sur des écuries comme Mercedes, Ferrari qui emploient le plus de personnes possible. Ben, il va falloir un petit peu dispatcher les talents. Et je trouve qu'à la rigueur, s'ils y arrivent, c'est vraiment pas bête parce que Ferrari, voilà. Alors, on va pas s'étaler sur Ferrari, mais on avait commencé à dire oui, peut-être ils iront en IndyCar, peut-être qu'ils iront en endurance. Je pense qu'ils vont y aller un petit peu mollo, ils vont peut-être un peu se concentrer sur la F1. Et par contre, je pense qu'ils vont vraiment essayer de dispatcher le personnel. Alors, on a annoncé Schumacher et Resta chez As. Je pense que peut-être il va y en avoir d'autres qui vont être dispatchés, peut-être déjà moins connus, mais qui vont peut-être atterrir chez As ou chez Alpha, peut-être. En fait, la bonne nouvelle pour As, c'est que Resta connaît la voiture de la Ferrari cette année. Du coup, il aura une très bonne base technique pour apprendre pour développer développer, non, elle ne sera pas développée, mais au moins pour finir de concevoir la As et pour l'exploiter, surtout la As de l'an prochain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour As. Après, effectivement, Ferrari perd probablement un de ses meilleurs atouts techniques, parce que je pense que Binotto n'a pas le temps et pas forcément maître du projet actuel. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec, donc je suis pas forcément très optimiste. C'est pas sa place. Je le répète depuis qu'il a été nommé. Pour moi, c'est pas sa place. Ils l'ont placé là. Arriva Bene, j'ai compris qu'Arriva Bene et Binotto, ça passait pas non plus. Au final, si Binotto et Resta, ça passe pas non plus. Peut-être que le problème, c'est Binotto. Voilà. Au bout d'un moment, il faut lui dire, écoute, va en ermite, continue à dessiner tes bagnoles, et lâche-nous la grappe. Il a réussi. Il a finalement peut-être réussi à gagner la bataille, alors que c'est pas la bonne chose pour Ferrari, quoi. C'est pas la bonne bataille. Non. Si Ferrari avait été plutôt du côté d'Arriva Bene, je pense qu'avec Arriva Bene en 2019, c'est autre chose en piste déjà entre les deux pilotes, et c'est peut-être un titre mondial chez Ferrari en 2019, qui sait, parce que il n'y aurait pas eu toutes ces éliminations sur les premiers Grands Prix, parce qu'on rappelle quand même que Mercedes avait débuté avec, je crois, 8 doublés consécutifs la saison. C'était pas complètement parce qu'ils étaient géniaux. Hein, voilà, il y avait aussi des difficultés dans l'équipe qui ne respectait pas tout à fait les règlements au niveau moteur. Gaël, t'avais encore d'autres flops ou pas? Non, j'ai terminé. Ah parfait, je vais passer à Greg donc du coup pour ces derniers petits flops. Alors les flops.
Alors j'ai défendu la dernière fois Bottas en disant j'aimais pas les gens qui disaient qu'il allait se faire détruire, enfin qui voulaient justement qu'il se fasse détruire. Et je vais un peu rebondir sur tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que là, il a prouvé qu'il n'était pas là pour... Enfin, il n'a pas les épaules pour endosser le rôle de relais quand il n'y a pas Hamilton. Voilà, c'est le porteur d'eau dans toute sa splendeur. Je pense que je me berçais de 12 illusions en disant que, je dis pas, il a un talent, hein, il est bien meilleur que moi au volant, ça va sans dire. J'ai aucune prétention à ce niveau, mais ce que je veux dire, c'est que c'est que les bons jours, ils sont là une fois de temps en temps. Même Toto, il me semble que c'est à la télé allemande qu'il a dit, ouais, quand il arrive à tout mettre bout à bout, il peut faire une pole, il peut gagner. J'explique pas comment il démarre la saison sur les chapeaux de roue, et après on le perd. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que autant avec Rosberg, certes il y avait des étincelles, mais si Hamilton n'était pas là, Rosberg pouvait endosser le rôle de leader d'écurie. Bien sûr. Bottas, clairement, moi ce qui m'a le plus surpris, justement avec Russell, et on l'attendait peut-être un peu tous au tournant à ce niveau-là, c'est comment il va gérer la gestion, enfin comment il va gérer la course, la pression, etc. Et il a fait une gestion de course mais phénoménale, un premier fail, je veux dire, qui a été ce qu'il a été. Un deuxième fail, alors qu'il était en train de remonter, et le gamin, il continuait. Et Williams, qui derrière, a dit, nous, on a souffert du manque de retour de Russell. Donc, j'ai presque envie de dire, Valtteri, t'as fait ton temps. Alors, soit on te cantonne en deuxième pilote pour vraiment faire plaisir à Lewis, qui a plus envie de se faire chier avec une grosse rivalité. Et c'est ce que je pense qu'il y a un peu dans le contrat et compagnie. Un peu à la Prost quand il est parti chez Williams, qu'il a fait signer le petit truc, je veux pas de Senna avec moi. Mais voilà, il est battu. Pour moi, là, c'est fini. Rien que le truc de la modification de sa bio Insta, alors certes, c'est du commérage, tout ce que vous voulez, mais j'ai envie de dire, son petit leitmotiv, on se décourage pas. Ouais, Valtteri, laisse tomber, quoi. Je l'apprécie énormément comme garçon, mais au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence. Bah, ce qui est gênant, Voilà. je trouve, pour Bottas, c'est qu'en plus, comme tu le dis, il laisse son tout, meet my concern à chaque fois. C'est qu'en plus, je trouve, il se permet d'avoir une grande gueule à certains moments quand ça marche bien pour une fois. Alors que bon, enfin voilà, c'est pour faire des grands prix aussi mauvais, parce que voilà, moi je fais aussi partie sur qui je me arrêter avec Bottas, il est pas mauvais, regarde, il gagne des courses. Ah, d'accord, mais enfin c'était pas lui alors, c'était Valérie Bottas peut-être dans la voiture, je sais pas, mais ça donnait catastrophique. Valérie, mais il est décédé, voyons. Bonjour madame. C'est très Oh, putain. Bon, Alors Kassem Racco demande, bah alors la qualité tactique de Latifi a été où? Il a pas été si mauvais Latifi, enfin bon, en même temps il était face à un rookie, mais il était pas si mauvais Latifi. Aitken a été pas mal aussi au demeurant. Avant de se crash. Voilà, quand même George Russell perd enfin la Mercedes de George Russell perd la course à cause de la Williams de George Russell. C'était assez terrible. Ouais. C'était extraordinaire cette sortie. Russell a réussi à doubler son aileron quand même. Oui, c'est C'est bon. vrai que c'est du rarement vu ça. Non, mais c'est vrai qu'en fait, Bottas, c'est un peu le problème, c'est que je rebondis juste là-dessus, ça, j'ai été critique, évidemment qu'il est très bon, hein, c'est un très bon pilote de F1, mais face à Hamilton, heureusement déjà que pour Mercedes, que Hamilton continue de rester super motivé sans avoir de concurrence en interne, parce qu'il y a des pilotes qui pourraient se mettre dans leur zone de confort et puis finalement faire perdre un peu le rythme à tout le monde. Et en fait, Russell a montré qu'avec beaucoup de boulot, il y a moyen de faire mieux. On disait la semaine dernière, tentative de départ c'est dans ça. sa chambre d'hôtel. il a pris un volant, il a pris un fou. truc pour monter Mais- le volant, il a répété toutes les procédures et il a appris les switches et tout ça. Il a fait 100 tentatives simulées dans sa chambre des tentatives de départ et ça a fonctionné puisqu'il prend un bon départ alors que, comme on le disait la semaine dernière, c'est pas un pilote qui prend des bons départs normalement. Donc Bottas s'est vraiment laissé submerger. Après, je pense qu'il a la pression de savoir que là, pour une fois, on lui en voudrait qu'il se fasse battre par son équipier, contrairement à quand il est face à Hamilton. Et je pense Et qu'il s'est puis vraiment laissé Russell, en plus de submerger. ça, la pointure en moins, il est sorti de là, vu que le cockpit était trop petit, soi-disant, il avait les points en sang. Je veux dire, il a pas eu une course facile, le pauvre Non. garçon. Alors que l'autre, Madame, techniquement, monsieur, en fait, bonjour. tu sais, on dirait les mecs qu'on nomine à la mairie à un certain poste, ils sont assis, etc. Et puis quand il y a le petit jeune qui vient, qui en fait 15 fois plus que lui, bon en même temps 15 fois 0, ça fait toujours 0, mais bon, quand le petit jeune, il travaille comme un dingue,
et qu'on lui souligne, ouais, mais t'as vu, lui il se bouge le cul, toi, tu fous rien. Ouais, mais moi, j'ai de l'ancienneté, j'ai de l'expérience. Ben ouais, mais mon gars, là, je suis désolé, c'est de la compétition. On n'est pas à la municipalité de Béziers. Hein. Donc, tu te bouges le cul ou tu vas dégager. Ah, mais... Mercedes va se retrouver avec un problème sur les bras, évidemment. Mm. Mais problème qu'ils n'auront pas ce week-end, puisque Lewis Hamilton fera son retour pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Le champion ne rattrape pas la dernière course. George Russell retournera donc chez Williams. J'adorais certains qui disent, bah alors, c'est pas Bottas qui saute à la place? Non, malheureusement, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y avait moyen de faire monter Russell chez Williams, mais faire aller Bottas chez Williams, je suis pas sûr. Je crois qu'il y aurait eu plusieurs vétos qui auraient été mis. Mais donc, effectivement, voilà, c'était une occasion en or. Vétérinaire, mais de quoi parles-tu? Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, je divague totalement. Mais non, mais c'est vrai que pour Russell, c'est un peu triste parce qu'il y avait cette chance en or. Vous voyez comment j'ai pu garder mon sérieux absolument et continuer ma phrase jusqu'au bout malgré les folies de cet hurluberlu. Mais voilà, effectivement, Russell, on peut le dire, il aura évidemment de nouvelles chances à l'avenir, mais on ne sait pas en fait de quoi l'avenir sera fait. Et effectivement, je peux comprendre sa grosse désillusion. Certains étaient assez critiques, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, qui étaient assez critiques de sa désillusion et de ce côté, voilà, on avait l'impression qu'il avait raté la chance d'une vie, mais c'était le cas en fait. Et d'autant plus que lui, il a fait le job. C'est ça. Je l'ai remis en perspective avec Charles Leclerc, qui l'année dernière sur le même circuit, le même lieu, parce que c'était pas le même tracé, justement, a eu son problème d'injection, alors qu'il était censé gagner son premier Grand Prix. Je veux dire, brillamment, il était à des lieux de tout le monde, même les Mercedes n'arrivaient pas à le suivre. Bon, avec un moteur certes illégal. Mais ce n'est pas la question. Non, mais je veux dire, il est sorti de là, je me rappelle Hamilton qui lui a dit, mais t'inquiète pas, t'en auras d'autres des occasions. Et là, le problème, c'est que Russell est dans la même situation, sans avoir une voiture, qui gagne. C'est-à-dire que là, il va retourner dans une F2, et il a ce problème de se dire, quand est-ce qu'il y a des gens et dire, Valtteri, t'es bien gentil, au revoir, ou Lewis, est-ce que tu peux prendre ta retraite, s'il te plaît? Donc, quelque part, oui, la frustration, c'est plus ça, c'est de se dire, ouais, mais moi, en attendant, peut-être que je laisse passer une grosse partie de mon talent. Il est jeune, mais je veux dire, les années en F1, au top toute ta vie non plus. Imaginez le pauvre. C'est pas donné à tout le monde. Imaginez le pauvre s'il va chez Mercedes en 2022 et qu'en 2022 la Mercedes n'est pas bonne. Aussi, voilà. C'est foutu quoi. C'est un problème. Non, c'est dur à avaler, je pense, de toute façon. Parce qu'encore une fois, le truc, c'est que la victoire, il a mené toute la première partie de la course. La victoire, il l'avait. Il la perd au stand. Il commence à la regagner en course, comme tu disais tout à l'heure. Et finalement, il fait le boulot 2 fois pour aller la chercher. Et 2 fois, ça se bloque pour lui. Et effectivement, je pense que pour un pilote, ça fait 2 désillusions en 15 tours. Ça fait beaucoup, quoi. Pour 20 tours, c'est beaucoup. Ouais. Mais Mida, t'es Toto Wolff, tu vois ça. Alors déjà, tu enlèves Bottas, tu mets Perez à la place, parce qu'il est beaucoup plus sûr, le mec. Il a plus d'expérience, etc. Il fera jamais de l'ombre à Hamilton. Ou peut-être sur 2-3 Grands Prix où vraiment il va lui mettre une petite fessée parce que l'autre n'arrivera pas à gérer ses pneus et que Perez arrivera à le faire. J'en sais rien, mais tu te dis, tu prends ça, et puis dès que Hamilton s'en va, tu signes Russell dans la seconde. D'ailleurs, soi-disant, il aurait mis un monopole de 10 ans sur Russell, de ce que j'ai pu lire. Ah ouais? Toto Wolff. Oui. Ouais, c'est son précieux. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est le coup de se dire finalement, voilà. Je sais que c'est une perle. Vas-y, Greg. Non, il l'a dit même ce week-end, Wolff, il a dit une étoile est née. Ce ne sera pas sa dernière expérience, on va lui donner les moyens, et en plus de ça, c'est quand même son impresario, pour ainsi dire. Il est dans la famille Mercedes, il va avoir sa place, Russell. Mais là, le problème, c'est juste cette histoire de patience. Que Leclerc a eu cette chance, qu'il s'est dit, bon, écoute, on va lui donner sa chance à Charles, on y va. Voilà. Tout s'était aligné en fait pour Ferrari, faut le dire. C'est bête, mais le décès de Marchionnet, voilà, de Sergio Marchionnet, qui avait dit qu'il voulait que Leclerc aille chez Ferrari, et c'est ce qui a fait que Leclerc s'est retrouvé dès 2019 dans l'équipe principale. Ça a aidé évidemment. C'est une affaire de timing la Formule 1 de toute façon, et on peut vous sortir, à mon avis, franchement, si on prend tous les champions du monde, on peut vous en sortir 10. Qui n'auraient jamais été champions du monde si le timing avait été légèrement différent ou les rencontres étaient différentes avant de leur vie, et on pouvait sortir 80 pilotes qui auraient pu gagner un titre si le timing avait été meilleur de leur côté. Donc effectivement, ce sont des choses très complexes, et c'est pour ça que je pense qu'il faut... Un Belge un peu sulfureux. Oui, entre autres, oui. N'est-ce pas? mais si vous voulez,
vous prenez Russell, je peux tout à fait comprendre qu'il se dit, ça se trouve, c'est la seule fois de sa carrière qu'il va rouler dans la Mercedes. Ou en tout cas dans une Mercedes qui peut gagner le Grand Prix. Et ça... Et puis, pour un pilote qui a une vingtaine d'années, c'est long, 3 ans de purgatoire, entre guillemets. Ah ouais. Parce que Russell, il ne faut pas oublier que c'est quand même vraiment dans les tout meilleurs. C'est-à-dire que son parcours avant la F1, c'est à la hauteur de Leclerc, c'est à la hauteur d'Hamilton. Enfin, c'est des très très bons. Et son début de parcours en F1 est excellent. Et au final, c'est un pilote à qui on oblige 3 ans de purgatoire. Donc, je pense que c'est très très long pour lui. Et de stagner dans une voiture qui est pas terrible. Mais c'est ça, Ah, bien sûr. il va entamer sa 4e saison de F2, le pauvre, quoi. C'est quand même terrible. C'est évidemment méchant envers Williams de dire ça. Williams qui reprend cette année, mais bon, ils se reprennent. Mais bon, faire 15e en qualif, c'est pas non plus ce à quoi il aspire. Surtout que c'est un miracle. Enfin, quand il fait 15e en qualif, c'est lui, quoi. La voiture, elle vaut même pas ça. Donc, Alors, pour de mec qui veut dire, est-ce que Mercedes aurait pas peur de se retrouver dans la situation de Ferrari avec le jeune qui viendrait faire de l'ombre au champion Hamilton? Je pense que c'est un peu différent. Dans le sens où Hamilton, on sait que c'est bientôt terminé, quoi. On se doute que ça va pas durer encore très longtemps. Oh. Enfin, il pourrait rester encore 6 ans en F1, mais je veux dire, il a déjà 7 titres. C'est pas grave si c'est Russell qui balaye Hamilton, quoi. Il paraît qu'il va aller à 10. Après, il peut tenter d'aller à 14 s'il veut, hein, y a pas de souci, mais... Peut-être pas avec Mercedes, parce que Allez, 14. l'ère de domination Mercedes, ça va s'arrêter, quoi. Peut-être 2022, peut-être... C'est un gros problème pour Russell, c'est un gros problème pour la prolongation d'Hamilton, c'est pas du tout un problème pour Bottas, mais voilà. Après, je pense qu'en 2022, la Mercedes gagnera toujours. Enfin, ça serait peut-être plus aussi fort, mais... Hein? Tu crois vraiment que... Enfin... Après, c'est toujours pareil, quoi. On verra, hein. Ça reste, voilà. Ouais, mais ils ont tellement d'avance et tellement d'avance sur le développement que quand on voit la maîtrise qu'ils ont eue... Ouais, quand on voit la maîtrise qu'ils ont eue sur le règlement 2017, qui était pourtant un gros changement, je me fais pas de souci pour dire qu'ils resteront au moins dans le top 3 et que ce sera peut-être plus serré, donc les victoires, pourquoi pas. Après, c'est sûr qu'avoir une voiture comme il a là, non, probablement pas. Enfin, il y a très peu de chances, donc c'est sûr que de toute façon, ça reste frustrant et ça reste difficile pour Hamilton aussi de s'engager en 2022, je pense. Ça sera effectivement compliqué, mais en tout cas, voilà, effectivement... Hamilton va vouloir partir sur une défaite. C'est le risque, hein. C'est le risque. Parce qu'on rappelle que Lewis Hamilton n'est toujours pas signé pour 2021 déjà. On ne sait jamais. Je fais une petite parenthèse technique, je te prie de m'excuser, je te coupe à plusieurs reprises, je le vois, mais parce que j'ai une connexion qui est minable. Et quand je commence à parler, tu ne parles pas, et d'un seul coup, et moi je suis là, oh merde, j'ai quasiment fini ma phrase, donc je prie d'excuser l'auditoire. Mais ce soir, c'est pas trop ça. Déjà que la dernière fois, c'était pas terrible. Je suis lâché par la technique. C'est coup dur, effectivement, pour le Père Noël qui est en grande difficulté ce soir, malheureusement. Mais vous le retrouverez évidemment au départ du Grand Prix le 24 décembre prochain, bien sûr. Il sera là, il sera bien présent. Mais voilà, il fallait qu'on parle évidemment un peu de George Russell, qui était vraiment le point principal, hein, le point intérêt principal de ce Grand Prix de Sakir. Est-ce que vous avez encore des petites choses ou est-ce qu'on peut passer à Abu Dhabi? Ou Dhabi, ça dépend, c'est comme vous voulez. Je vais t'appeler Christophe maintenant. On va donc y aller maintenant avec le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche de la saison. Alors d'un côté, on se dirait déjà, puisqu'elle n'a commencé finalement qu'il y a 5 mois cette saison, on est le 10 décembre quand même, donc certains diraient il serait peut-être temps que ça se termine. Le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est ce week-end à partir de demain évidemment pour les premiers essais libres. Et je vous propose de découvrir un petit tour en caméra marquée. C'est parti! Clap de fin pour la saison 2020 de Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi, 17e et dernière manche du championnat du monde. On se retrouve donc une nouvelle fois sur un circuit qui a accueilli la Formule 1 pour la première fois en 2009. On aura 55 tours ce week-end à parcourir. Lewis Hamilton s'est imposé l'an dernier. On ne sait pas encore s'il sera au départ évidemment ce week-end. On découvre le circuit avec un tour embarqué. La courte ligne droite des stands nous accueille ici. À droite, vous avez la pit lane et vous savez très bien, évidemment, la sortie des stands passe sous la piste à cet endroit-là. Virage assez compliqué ici parce qu'il faut freiner assez tard, mais on ne sait pas vraiment où on va. Le gauche-droite, très rapide, pris à fond avec les Formule 1 de 2020. Légère descente avant le complexe situé devant l'espèce de petit stadium avec une chicane gauche-droite assez lente. On doit accélérer, mettre le plus de puissance au sol avant l'épingle ici qui nous emmène vers la première des deux très longues lignes droites et surtout la première des deux zones DRS. C'est une ligne droite assez particulière puisqu'elle a une petite modification en toute fin. Regardez la ligne de droite, hop,
vient beaucoup plus près. On freine entre les panneaux 150 et 100 pour cette chicane extrêmement lente de laquelle il faudra très bien sortir parce que c'est là que va démarrer la deuxième zone DRS. Si vous venez vous faire passer dans la première ligne droite, vous pouvez directement contre-attaquer dans cette ligne droite courbée, dirons-nous maintenant, une grande courbe vers la gauche. Important aussi de bien se placer ici pour une nouvelle chicane, une nouvelle triple chicane. On tourne à gauche, on tourne à droite et directement il faut reprendre à gauche alors que c'est en légère montée, c'est assez compliqué pour le train arrière. Un virage à gauche assez classique et maintenant on va arriver vers la partie marina de ce circuit de Yas Marina. Deux courbes à droite prises à fond, il faut ensuite freiner un petit peu en appui, essayer de mettre la voiture la plus droite possible pour ce lent virage à droite. On va ensuite prendre sur la gauche, passer sous l'hôtel, c'est évidemment l'un des moments marquants de ce tour ici à Abu Dhabi. Encore un virage à gauche, attention de ne pas taper le rail à l'extérieur, n'est-ce pas Mark Webber? Et enfin les deux derniers virages à 90 degrés, les deux derniers virages vers la droite pour terminer ce tour du dernier Grand Prix de la saison. Et voilà donc pour un petit tour du circuit d'Abu Dhabi. Alors on peut rassurer Greg qui ne bouge plus, mais comme le dit Pandemiac dans le chat, t'inquiète pas, on a vu bien pire avec un mec qui est sponsorisé par une marque de télécommunications, donc franchement, tout va bien. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous a fait Sergio Perez. Moi, j'essaie d'augmenter le gain sur mon micro, c'est un désastre. Mais bon, donc voilà, évidemment, le Grand Prix d'Abu Dhabi, 17e et dernière manche du championnat du monde de Formule 1 2020. Et bien voilà, le Grand Prix d'Abu Dhabi qui a débuté en 2009. Hein, c'était la première fois que ce Grand Prix a eu lieu, 12e édition donc du Grand Prix d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton s'est imposé en dernier. Il pourra donc tenter de s'imposer de nouveau cette année, effectivement, Lewis Hamilton, puisque eh bien, il va être au départ ce week-end aux côtés de Valtteri Bottas chez Mercedes. Messieurs, à quoi vous vous attendez sur ce Grand Prix qui n'est pas forcément toujours le Grand Prix qu'on attend avec le plus d'impatience, hein, je dirais, mais qui peut parfois nous offrir quelques belles petites surprises. Ah, Papa Noël est de retour. Voilà le Père Noël. C'est merveilleux. Voilà Greg Perez, bonjour. Incroyable. Manu, tiens, je vais commencer par toi pour me dire un petit peu ce que tu attends de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Eh ben, pas grand-chose. Merci, Manu. Non, mais en fait, j'aime bien le fait que les pilotes sont souvent un peu plus en mode gala, entre guillemets, c'est un peu plus détendu et tout ça, mais après, cette année, ça reste quand même super strict au niveau des protocoles autour du circuit et tout, donc il n'y aura pas le côté peut-être un peu plus sympa qu'on voit sur les séquences hors piste. Et après, en piste, Abu Dhabi, c'est pas un bon circuit, donc j'ai peur qu'on ait une mauvaise course encore. Après, peut-être qu'un jour, on aura une bonne course là-bas, donc faut pas désespérer. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a un peloton très serré, donc il y aura quand même peut-être au moins de la bagarre pour la 3e place ou 4e place, et puis avec un peu de chance, ouais, il y aura un petit peu d'animation, mais ça reste un circuit qui est assez insipide, donc c'est un peu dommage. Après, avoir l'état de santé d'Hamilton quand même, parce que Covid-19, c'est pas rien. Hein. Il a été affecté très fort. Hein. Il n'était pas en forme du tout. Du coup, c'est déjà très bien qu'il aille mieux au point de vouloir revenir et qu'il soit négatif et qu'il n'ait pas eu de gros effets négatifs de la maladie. Après, à voir à quel point il sera en forme, parce qu'il a repris l'entraînement qu'avant-hier. Et voilà, c'est une maladie quand même, c'est une belle saloperie. Donc, j'espère pour lui que ça ira. Après, si selon comment ça va, il faudra que Bottas soit au rendez-vous pour porter Mercedes. Et puis voir après Verstappen et les Racing Point, et puis la belle bataille pour la 3e place, quoi. Je pense que Racing Point va finir 3e, mais comment ça va se dérouler entre Racing Point, Renault et McLaren. Donc il y aura quand même des enjeux au moins. Oui, voilà, on n'aura pas évidemment un Grand Prix totalement dénué d'enjeux. On rappelle Kimi Räikkönen qui avait dit un petit peu ce qu'il pensait du circuit. Kimi Räikkönen, quand il avait roulé pour la première fois en 2009, il avait dû finir quelque chose comme 13e en qualif. Hein. C'était une belle année pour Ferrari. Il avait globalement dit « Oh, vous savez, voilà, hein, les premiers virages sont sympas, puis le reste, c'est de la merde. » Voilà. On peut pas franchement lui donner tort à l'ami Kimi sur ce circuit de Yas Marina. Greg, qu'est-ce que t'en penses ? Alors que Greg est à Pékin, la liaison va arriver dans quelques instants. Pékin, vous entendez? Alors je crois qu'en fait tu as coupé ton micro, à mon avis, mon cher Greg. C'est peut-être pas tant le fait que tu sois à Pékin qui pose problème. En tout cas, je ne l'entends plus. Ou je suis le seul à pas entendre, ce qui serait gênant. Non, moi je n'entends pas non plus. Tu fais une très belle émission, Greg. C'est parfait. On rappelle qu'il peut encore y avoir des changements avant le dernier Racing Café de l'année, bien sûr, jeudi prochain à 20h30. Une conférence de presse digne de Perez.
Est-ce que je dois remettre un clip où tu me dis once again, guys, once again? Est-ce que je dois le faire ou pas? Parce que je je peux préparer. Pendant ce temps, Gaël, on va te demander ce que tu penses d'Abu Dhabi. Pendant qu'on retrouvera Greg sur le Vendée Globe, évidemment, très, très rapidement. Oui, c'est ça. Abu Dhabi, moi j'aime beaucoup pour les cadeaux que s'échangent les pilotes dans le paddock. Voilà, c'était tout pour moi. Donc vous ne vous attendez pas à vos grands prix, messieurs. C'est une catastrophe ce circuit, j'en peux plus. Qu'est-ce que je m'attends? Je suis déçu que Russell soit pas dans la Mercedes parce qu'on aurait pu avoir un 14e pilote sur le podium. Alors, Kvyat sur le podium, vous l'aurez entendu ici en premier, voilà. Sinon, c'est tout. C'est osé quand même, hein, c'est osé, on va pas se le cacher. Milas propose de se remplacer, hein, Greg, s'il y a besoin, évidemment. Bien sûr. Non, mais après, je vous trouve un peu violent, c'est quand même le seul Grand Prix qui débute de jour et se termine de nuit. Ouais, les images sont sympas, c'est sûr. Ah, c'était angélique, ça, y a pas de souci. Ouais, c'est le sûr, seul Grand Prix mais... où il y a un Ferrari World à côté, c'est bien. Ah si, le truc qui est sympa, c'est quand comment ça s'appelle? Quand le gros phallus s'allume, là, l'hôtel. L'hôtel, ouais. Gros phallus. Putain de merde. Le Yas Hotel. Ouais, l'hôtel où tout le monde loge, hein, du coup, pour ce Grand Prix. Il y a eu une bulle F1 qui était assez incroyable dès Bahreïn, puisqu'ils avaient un terminal qui leur était réservé à l'aéroport. À un moment, ils devaient tous se rendre un par un, enfin, équipe par équipe, avec des timings, des machins, c'était assez extraordinaire. Suivez ça sur le compte Twitter de l'ami Gaëtan Vigneron qui vous a fait suivre ça, mais comme si c'était une tannée pas possible de passer de Bahreïn à Abu Dhabi pour 1 heure de vol. Et maintenant, ils dorment tous à l'hôtel. Ils dorment tous à l'hôtel au-dessus du circuit, et puis ils vont y aller à pied, tout simplement. Ils vont se balader. Ah, mais le protocole Abu Dhabi, c'est quand même pas mal, puisque bon, en plus, France... c'est merveilleux, là, vraiment, ça se passe bien. Là, Si, moi je l'entends, Gaël. Ah, je vous entends plus du tout, mais qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Ah, c'est ma faute. C'est bon, allez-y, dansez-moi. Tout le monde vous a entendu, il n'y a que moi qui l'ai entendu. C'est une belle émission, mesdames et messieurs. Vas-y, Gaël, répète ce que t'as dit parce que je t'ai pas entendu, je suis désolé. Paris, la balle Saint-Trope, vous nous recevez. Simone, à vous les studios. Non, mais oui, le protocole Covid Abu Dhabi, c'était quand même exceptionnel parce que bon, c'est quand même l'image de la F1. En France, on nous dit télécharger une application. Bon, Abu Dhabi, le protocole, c'est quand même autre chose, quoi. Donc, tant mieux. Franchement, tant mieux. Ils ont fait ça bien. C'est vrai que c'était hyper strict. Et je pense que s'ils veulent faire des grands prix à l'étranger l'an prochain, il faut qu'ils s'en inspirent. Parce qu'à mon avis, ce qu'ils ont mis en place, en fait, en gros, ils ont fait venir par avion. Ils ont fait un test à l'arrivée. Ils ont été confinés dans leur hôtel jusqu'à avoir un test positif. Et je pense effectivement que s'ils veulent faire des grands prix sur d'autres continents, vraiment notamment en Australie et tout ça, c'est comme ça qu'il faudra faire. Il faudra faire une vraie bulle. Et puis ne pas du tout y déroger, quoi. Mais c'est vrai que c'était pour le coup ça marche bien. Et effectivement, les 2 semaines passées à Bahreïn comptaient comme la période de quarantaine obligatoire en fait avant d'arriver à Abu Dhabi. Ce qui a fait que Lewis Hamilton a quand même pu venir parce que certes il a été affecté par le Covid-19, mais il a pu présenter un nombre important apparemment quand même de tests négatifs. Il va encore être testé. Enfin voilà, il y aura vraiment tout ce qui sera fait pour être sûr qu'il ne puisse plus qui ne puisse plus être contagieux évidemment avec ce Covid-19. C'est l'occasion aussi cette dernière course, on en parlera un peu plus la semaine prochaine avant de remettre les prix bien sûr, mais c'est l'occasion de se dire que bah voilà, la F1 a réussi son pari puisqu'on va avoir le 17e Grand Prix de la saison. Je pense qu'il y a très 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 peu de chances que le Grand Prix n'ait pas lieu parce que tout le paddock est atteint évidemment avant la fin du week-end. Donc ça s'est très bien passé. C'est globalement quand même le sport qui a fait le plus de dates d'une certaine manière, en tout cas en course automobile et en sport mécanique cette saison. La moto a fait 14 Grands Prix, IndyCar pareil, le WRC, bon on en reparlera, c'était un championnat extrêmement compact. La F1 a quand même réussi à faire 17 Grands Prix, avoir un championnat tout à fait satisfaisant. Une saison qui était quand même aussi assez satisfaisante. La NASCAR aussi, c'est vrai que la NASCAR en a fait beaucoup, mais c'est plus facile quand vous devez simplement voyager aux États-Unis, bien sûr. Mais voilà, la F1 pardon, qui s'est donc très très bien débrouillée cette année pour terminer cette saison. Et ce week-end, effectivement, la lutte pour la 3e place qui connaîtra enfin son dénouement. On a que 194 points, on le rappelle, pour Racing Point, 184 pour McLaren qui a réussi à rester 4e malgré leur petite baisse de forme quand même tout au long de la saison. Ils ont réussi à rester 4e parce qu'ils arrivent avec Lando Norris et Carlos Sainz à être vraiment réguliers. Renault est 5e avec 172 points. Ferrari est 6e avec 131 points. Ça risque d'être la position de Ferrari à la fin de cette saison. Autant vous dire que c'est une catastrophe, bien sûr, pour la Scuderia qui va très mal. Qu'est-ce que tu veux dire, Gaël ?
Je sais pas, on en parle de l'ami Greg qui est en train de construire on ne sait quoi. Non, mais je crois que là, normalement, il va. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ouais, je crois que son toit va s'ouvrir en deux. Il y aura un satellite qui va ressortir. Ça va être C'est Tony grandiose. Stark. Restez avec nous évidemment hein, jusqu'à la fin de ce Racing Café. Il vient maintenant de passer tout en noir. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, je peux vous dire que vous ratez quelque chose. Voilà, oh là, maintenant, nous avons même la caméra en immersion. Oh Voilà. Voilà. Eh ben parfait. Eh ben c'est nickel. Et merde. Hein. Eh ben c'est très bien. Et on est en 4K. On est là, ça lag pas. Il va pouvoir Je nous suis sur dire. le téléphone. Voilà, très bien. Il va pouvoir nous dire ce qu'il attend du Grand Prix d'Abu Dhabi, le Greg. Je suis en 4G. Oui, bon, il est peut-être. La 4G est peut-être Alors, pas je encore. disais tout à l'heure, en Vas-y. un mot, Tilke. Et je parle pas du Goa'uld. Je vais chercher des barres. Putain de merde. Moi, j'entends rien. Je sais pas si. C'est mieux C'est jeudi soir, évidemment, c'est la soirée d'envoyé spécial sur France 2, bien sûr. Donc on y est. Est-ce que j'ai la 4G là? Ah oui, parce que maintenant il faut qu'il trouve des barres évidemment de 4G maintenant dans sa maison, ça va être un grand moment bien sûr. Cette porte est superbe, hein. Moi je trouve que je la préfère vraiment à ma porte à moi. Si on pouvait faire un échange de porte, Ah bah écoute, ça m'arrangerait. c'est mieux là ou pas? Écoute, c'est un peu mieux. Je sais pas si c'est ton tableau Je vais électrique. finir par abandonner. Je sais pas si c'est ton tableau électrique à côté de toi, ensuite tu vas être. Tout va bien. Mais Ah si, c'est mon... C'est un magnifique tableau électrique Superman. On nous dit Greg que maintenant tu es donc Élise Lucet qui va maintenant se rendre au siège de la FIA pour demander des comptes à Jean Todt par rapport à la ferme d'épis. Ah, je peux dire qu'Élise Lucet a changé là quand même. Hein. Mais pour vous dire que ce Grand Prix d'Abu Dhabi, hein, on va continuer comme s'il devait Ah arrêter. oui, là... Ce Grand Prix Le d'Abu Grand Prix Dhabi, de eh ben, il n'a pas été si mauvais au fil des années, enfin aussi, mais pas tant que ça, puisqu'en 2009, eh bien, Vettel a gagné facilement après l'abandon de Lewis Hamilton, le poleman. En 2010, quel scandale, ce titre mondial de Sébastien Vettel, volé évidemment, au nez à barbe de Fernando Alonso. Vous vous en doutez, je suis outré. Avec un petit pilote russe qui était déjà là, qui faisait. Quel enfer, Vitaly Petrov, vraiment, mais quelle horreur. Est-ce que tu vois les transitions que je te fais quand même? Ah, quelle absolue catastrophe. Oui, on parlera d'un pilote russe dans quelques instants. Restez là, hein, il est là. Alors, vous reconnaissez la photo que j'ai utilisée, évidemment. Il manque juste les doigts façon Joule, hein, mais ça, vous pouvez retrouver ça sur le compte Rupteur. Bien entendu. 2011, là, il s'est strictement rien passé du tout. 2010, on a quand même Vito Antonelli qui a failli décapiter Michael Schumacher. Hein, c'était quand même assez sympathique, bien sûr, hein, pour bien débuter le Grand Prix. 2012, bordélique. Je pense que c'est le mot pour ce Grand Prix. On est dehors maintenant chez Greg. Là, attention ah oui, non, ça va, c'est Monaco, le confinement, c'est bon, ça passe. Y a pas de souci. Je crois que ça va être le titre du replay YouTube. Oh, bon. Ah, c'est Greg est l'immersion, dehors. là. Ça va être le truc. Ça va être l'élément principal de cette émission. Et donc, Kimi Raikkonen qui avait gagné en 2012. Après un Grand Prix complètement fou, hein, en tout cas pour les standards d'Abu Dhabi. 2013, victoire de Vettel comme d'habitude, hein, faut pas s'inquiéter. Lewis Hamilton qui remporte le titre mondial en s'imposant en 2014. 2015, la victoire de Nico Rosberg, hein, c'était le moment où il avait lancé sa campagne pour le titre. 2016, c'était merveilleux. 2016, la victoire de Lewis Hamilton, mais le titre mondial pour Nico Rosberg. En 2017, Valtteri Bottas qui a gagné. Hein. Pour ceux que ça concerne, hein, Pour ceux que ça concerne. Il en gagne des courses le Valtteri. Hein. Pole, meilleur tour, victoire. Pouf. Valtteri, il est sorti de la voiture, il a fait mic drop, merci d'être venu, extraordinaire. Il est sur le podium, il a fait et voilà, c'était extraordinaire. Et puis les deux dernières années, victoire de Lewis Hamilton, 2018 où il était sur le podium complètement torse-poil, c'était assez merveilleux, bien sûr. Mais bon voilà. Ouais, un tout petit peu différent de ce qu'on a eu là d'habitude. Les qualifications seront à 14h samedi et la course à 14h10 dimanche. Donc ça vous permettra de venir tranquillement à 17h30 sur ce live Twitch pour me regarder, vous débriefer ce dernier Grand Prix de la saison. Et évidemment, soyez au rendez-vous du Racing Café la semaine prochaine, puisque jeudi prochain c'est la dernière de l'année. On reviendra sur Abu Dhabi et on décernera nos prix pour cette saison 2020. Vous allez vraiment être ravis. On me demande si c'est RMC qui réalise le live de Greg.
J'ai peur d'entendre soudainement Patrick Tambay qui va arriver et qui va hurler l'incompétence de Monaco. Ça va être assez terrible, évidemment. Et comme l'a mis Ami Bancaire dans le chat, n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment sur le Discord de Michael Duforest, oui, c'est le Discord de moi, tout simplement. Rejoignez-moi sur mon propre Discord. On parlera du Grand Prix tout le week-end. Attention, Greg, tu bouges. Ça bouge et ça ne lag pas. J'ai du mal à y croire et ça frise. Non, avec 15 secondes. Ouais, on l'a presque entendu. Oh là là, coup dur. C'est terrible. On va donc s'occuper maintenant, si vous le voulez bien, les amis, du WRC, le rallye, puisque, Cocorico, un Français, a gagné à Monza. Et oui, comme quoi, ça arrive parfois, semble-t-il. Monza, terre promise pour le sport français cette année, avec donc, le titre mondial de Sébastien Ogier, septuple champion du monde des rallyes désormais. Il avait remporté ses 6 premiers titres d'affilée. Il a fait une petite pause l'an dernier en laissant son titre à Haute Tanak et il le récupère cette année avec sa première saison avec la Toyota. Alors évidemment, l'année WRC a été particulièrement mouvementée quand même, on va pas se le cacher, puisqu'elle avait commencé tout à fait normalement avec les 3 premiers rallyes. On était allé au Monte Carlo en Suède où il y avait 3 flocons de neige. Je pense qu'il y a eu plus de neige ce week-end à Monza qu'au rallye de Suède. Et puis le 3e rallye, c'était au Mexique. Au Mexique, où ça avait été arrêté avant son terme avec une victoire de Sébastien Ogier, mais ils avaient dû arrêter à quelques spéciales du but, puisque le Covid est arrivé ce week-end-là. C'était le week-end du Grand Prix. Enfin, il est arrivé plus tôt, évidemment, mais c'est en tout cas ce week-end-là où tout a été arrêté un petit peu partout dans le monde. C'était le même week-end que le Grand Prix d'Australie de Formule 1. On a ensuite attendu 6 mois avant de reprendre au rallye d'Estonie. Qui a été ajouté. En fait, dans les 4 dernières rallyes de l'année, je crois qu'il n'y avait que la Turquie et la Sardaigne finalement qui étaient prévues au programme. La Turquie, donc, qui avait été remportée par Elvin Evans. La Sardaigne en octobre. On devait avoir le rallye d'Ypres en Belgique. Mais évidemment, vous vous doutez que c'est bien un pays qui ne sait pas gérer la crise sanitaire, c'est la Belgique, donc on ne sait pas. J'ai prié pour annuler le rallye d'Ypres qui devait faire les débuts de la Belgique au championnat du monde des rallyes. Et donc on s'est retrouvé au rallye de Monza. Le rallye de Monza, on rappelle, c'est un show chaque année. C'est le Monza Rally Show d'habitude avec Valentino Rossi qui fait des drifts autour des bottes de paille. C'est devenu un rallye du championnat du monde qui a été, ma foi, très très bien organisé, il faut quand même le dire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, alors évidemment, il y avait un petit peu de gymkhana sur le circuit de Monza, mais ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient. Et Sébastien Ogier qui a remporté ce rallye et le titre de champion du monde. Manu, tu seras à mon avis d'accord avec moi, aidé aussi par la grosse erreur de son équipier, Elfie Evans, dans des conditions très piégeuses. C'est ça. En fait, c'est très dommage, c'est dommage pour Evans, qui avait réussi à peu près garder le contrôle. Et en fait, il est sorti dans l'avant-dernière spéciale de la journée. La dernière a été annulée parce que les conditions météo étaient trop mauvaises. Il y a eu beaucoup d'accidents dans la 10 et la 11 en fait, et la 12 a été annulée. Et il y a de quoi être frustré parce qu'il était pas loin de l'arrivée. Il avait le titre en main et finalement il le perd là-dessus. Et en plus, il est grand seigneur puisqu'il prévient Ogier du piège sur le bord de la route. Enfin, il se met sur le bord de la route pour prévenir Ogier du piège qu'il y a dans le virage. Donc là-dessus, bravo à lui. Mais c'est sûr que lui aussi, c'est pareil. On sait pas. Bon, il aura encore une Toyota l'an prochain, mais la saison sera différente. Est-ce qu'il aura la même opportunité, etc. C'est pas gagné. Donc du coup, il y a moyen qu'il soit bien déçu. Après, c'est le jeu en rallye. On a vu des titres se jouer plus près que ça de l'arrivée. Je pense notamment à 1998 où Sainz avait perdu le titre à 500 mètres de l'arrivée du rallye et de la saison. Mais ça reste quand même très frustrant. Et puis c'est vrai que les conditions étaient tellement mauvaises que c'est même pas sur une erreur. C'est pas lui qui a fait vraiment une panne de cerveau, quoi. C'est vraiment une erreur qui était pas évitable parce que la route était très mauvaise. Après, encore une fois, c'est la force de Sébastien Ogier. Il est toujours là. Et dès qu'il y a des choses à récupérer, à rattraper, il le fait. Donc c'est là-dessus, bravo à lui, il est toujours présent, quoi. C'est le rallye, effectivement. Le rallye, ce sont aussi ces conditions de piste difficiles qui nous permettent d'avoir de sacrés spectacles. Gaël, pardon, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette saison de WRC? On demandera peut-être aussi à Greg, car je vois Greg cligner des yeux, donc ça me dit qu'à mon avis, sa collection est maintenant réparée. On dirait. Ça va C'est bien. complètement pas évident. Il est revenu? Il est là? Non, Il est reviendu. Ouais, cette saison était compliquée à gérer, l'air de rien, parce qu'elle était beaucoup plus courte. 6 rallyes, c'était pas évident. 7, effectivement. Mais ce rallye Monza, ouais, quelle finale, quel spectacle. Elfin Evans arrive avec 14 points d'avance sur Seb Ogier. Donc on se dit, les chances de Ogier sont quand même assez faibles. Dans l'absolu, Neuville et Tanak étaient aussi titrables, mais il aurait fallu vraiment une catastrophe pour Evans et Ogier pour que les deux de derrière
soit titré. Il fallait victoire plus les points bonus de la Power Stage. Ouais, Ogier, franchement, très solide. Evans, en plus, fait une petite erreur parce que, ben voilà, c'est entre guillemets des conditions qui changent par rapport à sa prise de notes, donc ça arrive à n'importe qui. Je veux dire, il fait l'erreur au pire moment de la saison et l'erreur, elle arrive à n'importe qui. Elle peut arriver à n'importe qui. Et grand seigneur, comme tu disais, Manu, il avertit Ogier. Bon, voilà. Bon, en plus, honnêtement, il avertit aussi Ogier parce que Toyota doit aller chercher le titre. Bon, alors, c'est Hyundai qui double la mise et qui sécurise son deuxième titre constructeur, finalement. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que, globalement, ce sont des formidables compétiteurs et en même temps qui se respectent, quoi. C'est franchement beau à voir, quoi. Sur le rallye, franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres à dire ou à redire. C'est franchement de la belle compétition. Elvin Evans, le pied de Galois, effectivement. Alors oui, Hyundai, sauve les meubles avec le titre constructeur. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est trop peu. Hein. Enfin, c'est terrible. Mais bon, heureusement, c'est Andrea Adamo péter une pile. Ouais, après, Andrea Adamo, je commence un peu à me questionner sur le bonhomme. Mais bon, voilà, après, Hyundai, c'est quand même... ils sont censés faire mieux. Je suis désolé. À un moment donné, ils gagnent enfin le titre. Ils n'ont jamais gagné le titre de... Ils n'ont jamais gagné le titre pilote encore, hein. Depuis le début, ils ont recruté le champion du monde en titre pour cela et ils terminent 3 et 4 avec Tanak et Neuville. Bon, Neuville, on n'en parlera pas. C'était encore une saison compliquée pour le pilote belge qui avait remporté brillamment le Monte Carlo. Mais voilà, est-ce que Hyundai, il n'y a pas quand même un petit quelque chose à faire? Surtout que maintenant, Toyota va quand même récupérer une équipe d'usine. C'était une équipe d'usine, mais c'était l'équipe, la structure de Tommy Mäkinen. Ici, ça va être mené directement à Cologne par Toyota et puis ils ont la meilleure voiture de rallye depuis 2 ans. Hein. C'est ça surtout, ouais. C'est le problème pour Hyundai, c'est que la voiture est pourtant très bonne. Ils ont recruté Tanak, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que finalement, personne n'arrive à faire fonctionner cette voiture. Il y a 2 ans de ça, c'était la meilleure dans le sens où c'était celle qui était la plus versatile sur les différentes surfaces. Et aujourd'hui, la Toyota est vraiment super à l'aise partout. Et on le voit, parce que de toute façon, ils ont été tout le temps présents. Donc, bravo à Toyota, parce qu'il y a 2 ans de ça, et même leur arrivée sur le programme avec la Yaris, c'était vraiment pas gagné. Parce qu'ils avaient fait 2 programmes en parallèle, il y en avait un qui avait remplacé l'autre, c'était vraiment géré très compliqué, et de manière très compliquée, et finalement, 3 ans plus tard, ils ont 2 titres, donc vraiment, c'est 4 ans plus tard, 4 saisons, et vraiment, c'est bravo à eux, et surtout, c'est les seuls à avoir battu Ogier avant de le recruter et de gagner avec lui, donc pour le coup, ça montre que c'est eux qui ont vraiment maîtrisé le truc. Hyundai, maintenant, je ne sais pas si la voiture a des limitations, ou si... s'il y a un problème avec les pilotes ou la prise en main, je sais pas. Sébastien Ogier qui rentre dans l'histoire du WRC avec donc son 7e titre, ça fait beaucoup. Globalement, depuis 2013, il y a un titre qui est pas revenu à quelqu'un qui s'appelle Sébastien. Est-ce que Hot veut dire Sébastien en estonien? Je ne sais pas, mais c'est possible. Enfin, depuis 2003, il y en a eu 2 avec Peter Solberg cette année-là. Mais honnêtement, c'est assez impressionnant. Il devient quand même l'un des rares pilotes à avoir gagné le titre avec 3 marques différentes. C'est quand même fort. Puisqu'il l'a fait avec Volkswagen, avec la Polo imbattable. Ça, à l'époque, on pouvait dire, voilà, bon, il gagne des titres, super, il a juste Latvala en équipier, Latvala, il sera jamais champion, voilà. Il part chez M-Sport avec la Ford Fiesta, pardon. Il gagne le titre là-bas pour une structure privée. Bon, il part chez Citroën, il n'a pas pu faire mieux que l'incompétence de Citroën, le pauvre. Je peux bien le comprendre, mais la C3 était calamiteuse. Il a joué le titre alors qu'il avait une voiture qui était franchement pas bonne. Et là, il part chez Toyota et il gagne le titre pour sa première saison chez Toyota. Il poursuit l'an prochain, puisque l'objectif était pour lui d'arrêter fin 2020. Mais il l'a dit lui-même, c'était pas une vraie saison de rallye, donc il veut terminer avec une vraie saison l'an prochain. Puis après, il va gagner le titre et il va dire « Oh, vous savez, je veux en remettre encore une !» Et puis il va nous quitter après 10 titres. Mais voilà, quand même Sébastien Ogier, on lui tire notre chapeau parce que je trouve que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent en France avec Sébastien Ogier. Il y a évidemment cette espèce de rivalité face à Sébastien Loeb, mais on peut aussi simplement dire qu'il y a 2 grands champions de rallye en France et que la France est le pays du rallye maintenant depuis 20 ans. Et c'est quand même une très bonne nouvelle. Hein. Le Covid a retardé aussi l'introduction de la nouvelle GR Yaris qui devait arriver en 2021 et ça sera peut-être 2022. Et je pense que Toyota, à mon avis, est en train de cogiter avec les nouvelles réglementations hybrides qui arriveront en 2023, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Ils l'ont encore décalé d'un an.
Ouais. Voilà, donc peut-être que Non, ça m'étonnerait. Je pense qu'Ogier va s'arrêter en 2021, mais sinon, il y a la nouvelle voiture qui arrive, ça peut être intéressant aussi. Bah, il était vraiment voilà, catégorique à dire qu'il arrêtait cette année, voilà, c'était sa dernière saison. Il a jamais caché, hein, Sébastien Ogier, ça fait bien 5 ans hein, qu'il l'a jamais caché, dire que de toute façon, lui, il vient en WRC, c'est une carrière courte. Il n'avait pas forcément l'envie de rester très longtemps, parce qu'on sait que le rallye, on peut y rester, voilà, après 40 ans, Carlos Sainz notamment nous l'avait prouvé, et là, Sébastien Ogier, 36 ans, et il continuera donc jusqu'à l'an prochain. Il fêtera ses 37 ans d'ailleurs dans une semaine. On lui après, avec son âge, après, il a un IndyCar, il est tranquille. Oui, il peut encore faire 15 bonnes saisons, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a pas de problème pour Sébastien Ogier. 15 fois Indy 500 en tout cas, après on verra pour le reste de l'année. On voulait évidemment parler un petit peu et évoquer le rallye, de toute façon on l'aurait fait, même si Sébastien Ogier n'avait pas été titré, mais là évidemment, c'est histoire de faire un petit cocorico, 2 victoires françaises à Monza, à 2 mois jour pour jour d'écart évidemment, puisque le 6 septembre, Pierre Gasly avait remporté le Grand Prix Italie, et le 6 décembre, Sébastien Ogier remportait le rallye de Monza et le titre de champion du monde. On aime bien l'Italie cette année, hein, parce que voilà, les titres de champion, tout ça, ça marche très très bien pour la France. Si on pouvait faire 6 Grands Prix Italie en prochain en F1, je pense qu'on ne dirait pas non, très clairement. Greg, tu avais quelque chose peut-être à ajouter sur le rallye, en espérant que ça tienne. Absolument rien, vous avez tout dit. J'ai une connexion yo-yo, donc voilà. On va s'arrêter là. C'est dommage que Yo-Yo n'ait pas été ajouté au sport de Paris 2024 parce qu'il aurait vraiment eu la chance là, de jouer une bonne médaille, malheureusement. Petite pensée pour Greg, comme le dit Vicky. Rassure-toi, Greg, je reçois des centaines de messages de soutien. Voilà, vraiment, ton histoire touche vraiment nos spectateurs et ils sont là pour toi. Donc, on fera un communiqué demain hein, qui passera sur Rohupter, évidemment, on mettra un communiqué où Greg remerciera évidemment voilà, tout le monde qui a donné la force et le courage de se battre et de continuer pour récupérer une collection décente. Les meilleurs fans. Une cagnotte. Bon, un d'entre eux, pas d'entre nous, mais un d'entre les pilotes de F1 qui n'a pas peur de se battre. Le Racing Café Award de la transition, je vais le choper quand même celui-là, à mon avis. Hein. Je pense que je suis pas mal parti. Tu es le seul candidat. Parce que niveau pilote qui aime bien se battre, c'est clairement Nikita Mazepin. Le pif de Callum Ilott s'en souvient encore. Bon, pour être honnête, on en a parlé évidemment avant l'émission. C'est évidemment logique qu'on parle aujourd'hui de Nikita Mazepin. C'est tout à fait normal, puisque le gaillard a quand même été sacrément dans l'œil du cyclone ces derniers jours. Je vous le dis tout de suite, on ne va pas épiloguer pendant 15 minutes sur l'affaire d'attouchement limite, dirons-nous, d'agression sexuelle, un peu tout ça, qui lui est tombé dessus avant-hier, hein, du coup, enfin dans la nuit d'avant-hier à hier, si je dis pas de bêtises pour Nikita. Parce que voilà, c'est une affaire qui est vraiment très extra-sportive. La principale intérêt, s'il y a plus bien un comique, enfin voilà, c'est un bazar incommensurable. Mais aussi parce qu'on peut largement parler de tout le reste, hein, bien sûr. Je veux dire, si vous estimez que Nikita Mazepin n'a pas sa place en Formule 1 parce qu'il fait des attouchements à des jeunes filles, vous avez raison. Mais vous pouvez aussi dire qu'il n'a pas sa place en F1 pour plein d'autres raisons, et on peut un petit peu vous les dire ça et là. Excusez-moi, je vous retrouve ce qui s'appelle mail aussi, mais ça va être assez compliqué. Mais donc Nikita Mazepin, tout commence il y a quelques années où il a cru bon, évidemment, d'aller foutre un poing dans la gueule de Callum Ilott, parce qu'il n'était pas très content d'une manœuvre en piste, hein, si je dis pas de bêtises. En essai libre. Oui, à un moment donné, oui. Tu voulais pas que ce soit en course non plus. C'était ni en qualif, c'était en course, c'était en essai libre. Ça n'avait pas plu parce que Ilott n'avait pas laissé la place à Mazepin en piste. Il a chopé un œil au beurre noir, hein, quand même, Callum Ilott, hein, sur le coup, et il avait quand même le nez pas fracturé, je crois, mais assez bien abîmé quand même. Hein, donc c'était quand même pas mal. Et puis là, écoutez, qu'est-ce qu'il nous a fait depuis son retour, enfin depuis son annonce d'être pilote de Formule 1, à part le fait d'être allé voir George Russell pendant un des lives de George Russell sur Instagram et d'écrire dans le chat « Je connais ton secret que certains appelleraient un coming out ». Voilà, bon, à part ça, qui est absolument à vomir, à part le fait qu'il a envoyé des messages privés sur Twitter à des jeunes femmes en leur disant viens, je te donne mon numéro, passe sur un week-end de Grand Prix, envoie-moi des nudes, et puis si c'est sympa, passe sur un week-end et on va s'amuser. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? À un moment donné, le gaillard n'est pas défendable, et pourtant, il est totalement défendu par As et par la FIA et la Formule 1, qui ont publié moult communiqués tu peux pas lutter contre l'argent. Voilà, c'est ça, t'as tout à fait raison, Greg. À un moment donné, c'est quand même extraordinaire. Les mecs sont à dire, oui, ce qu'il fait est intolérable, voilà, mais bon. Ça a globalement expliqué qu'ils avaient besoin de pognon, hein, en ne le disant pas, mais on se doute que ce sont les raisons. Et la FIA a dit, mais vous savez, ces deux problèmes de si on les laisse le régler et on les soutiendra, peu importe
Peu importe. Donc voilà, je vais vous laisser parler de ça parce que moi je trouve que c'est à vomir et voilà, je risque de ne pas être très politiquement correct, mais que voulez-vous Le comble, c'est une écurie américaine qui prend des fonds russes, d'un oligarque russe. C'est ça qui est magique dans Manu, tu l'histoire. commences? Ouais, Greg. Ah, mais je l'entends pas, moi. Gars. Ah, d'accord. Il vient de parler. Ah, moi, t'en fais pas, j'entends. mais il vient de parler. Ah ouais. Non, mais c'est sûr, comme dit Greg, c'est un Russe qui sponsorise une équipe américaine, donc déjà, c'est vrai que c'est marrant, mais après, ouais, au-delà de ça, il y a quand même le problème de. Enfin, tout ça pose des gros problèmes. Je pense que Haas, ils auraient les moyens, ils s'en sépareraient dès maintenant, parce que Steiner, quand on voit les câbles qui pétaient à devoir gérer Grosjean et Magnussen, qui étaient pourtant des gens très très bien et des bons pilotes, enfin des pilotes, en tout cas depuis 2 ans, propres en piste, c'était déjà tendu. Donc là, devoir gérer un énergumène pareil, ça risque d'être très compliqué. Sur l'affaire elle-même, je ne vais pas épiloguer dessus. J'ai déjà pas mal parlé sur Twitter, mais de toute façon, comme toi, Michael, je trouve ça à vomir. Après, le problème qui se pose à moi, c'est comment ça se retrouve en plus en ligne sur son propre compte. Ça me paraît, mais ça montre qu'il est complètement déconnecté, même si d'après le communiqué officiel, c'est pas lui. Mais bon, voilà. D'après la madame en question, elle a dit, oh, fais une petite blague, c'est rigolo. C'est drôle, ce genre de blague. Moi, je vais vous faire pareil. On fait pareil, hein. Je vais vous amener quelqu'un, une copine, hein, comme ça, une amie, et puis vous allez la ploter, puis je poste ça sur votre Instagram. Ça. On va rire. C'est n'importe quoi. L'instant Pascal Pro. Oui, mais il voulait toucher une Audi TT. Il a touché les TT de la dame. Ça vous choque. Et me coupez pas. C'est vrai, c'est dommage, on peut pas faire une Pascal Pro inversée. Il y en a pas un de vous trois qui pourrait dire que ce qu'il fait c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais c'est insupportable votre attitude. Mais c'est incommensurable ce que vous faites, Greg. Enfin. Qu'est-ce que c'est que je veux dire dans des émissions Twitch et de paroles de connexion décente? Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites? C'est insupportable. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, je pense qu'on est tous les 4 d'accord. Hein. Mais. J'ai envie de dire encore heureux, sinon vous n'êtes plus dans Racing Café. Allez, non, mais je veux dire, on est même tous les 4 d'accord. Au-delà de l'affaire elle-même, on est tous d'accord sur Mazepin lui-même. C'est que le problème, c'est que Haas n'a pas les moyens. Je pense que Steiner est dégoûté parce que les propos qu'il utilise sont assez forts. Haas dit que c'est un comportement odieux quand même, donc c'est quelque chose d'important. Mais à la fin, je pense que ça va être enterré, même si du coup, je pense qu'en interne, il va pas avoir une aisance absolue dans son équipe. La FIA et la F1, désolé de dire ça comme ça, mais c'est pas de couilles, pas d'embrouille. Donc du coup, nous, on se met derrière Haas en disant, bah écoutez, faites ce que vous voulez. Nous, on vous soutient. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut soutenir la F1 au bout d'un moment. C'est-à-dire, c'est pas à Haas de soutenir la F1 en disant, en se séparant d'un pilote dont elle a besoin pour vivre. Donc, c'est dommage. C'est très dommage parce qu'il rate encore une occasion de montrer que le respect, ils ont beaucoup parlé de respect quand ils ont fait leur truc sur la diversité, tout ça. Ils ont raté une occasion de montrer que le respect est crucial en F1. Et je trouve ça, c'est vraiment dommage. Et puis voilà, après, l'affaire en elle-même est dégueulasse. Donc, de toute façon, quoi dire de plus je trouve, voilà, ça encore. Je trouve dommage de voir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui essaient de lui trouver des excuses. Ça, c'est autre chose. Mais, oui. Après, ça, sur les réseaux sociaux, à un moment donné. Hein, c'est ça. Voilà, mais c'est vrai que ça. Il pourrait être chroniqueur dans l'heure des pros, je sais pas, mais voilà, il pourrait effectivement aller s'amuser, Nikita. Mais moi, je veux faire un parallèle, Manu, parce qu'on en parlait. Alors, on ajoute en plus à ça le fait qu'en piste, il est absolument insupportable et qu'il a failli nous en satelliser 3 ou 4 à Sakir le week-end dernier. Rien que pour ça, en fait, moi, il n'aurait pas sa place en F1, mais bon, que voulez-vous, ça c'est pas encore. On peut pas non plus totalement le dire. Voilà, il peut pas. On peut pas dire à un pilote juste parce qu'il fait des défenses limites qu'il n'a pas sa place en F1. Mais par contre, moi, je veux faire un petit parallèle avec ce qu'avait fait Santino Ferrucci, un autre sacré phénomène, qui a été immédiatement persona non grata. Je veux dire, il s'est fait virer de son équipe, alors que finalement, oui, d'accord, il y a eu insulte raciste évidemment envers son équipier, il y a eu l'affaire de la voiture Trump, il y a eu l'affaire du téléphone portable, il en a eu des casseroles, ça je ne dis pas. Mais là, Mazepin, il commence à en avoir énormément des casseroles et personne ne bouge le petit doigt. Et j'ai juste un truc avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, c'est qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a quelques semaines de ça, la FIA a ouvert une enquête sur Hamilton parce qu'il avait un message politique sur son t-shirt. Donc, c'est pas qu'ils sont pas capables d'ouvrir des enquêtes quand il le faut. Du coup, la question à se poser, c'est pourquoi il y a des tels passe-droits sur des affaires aussi graves et sur des gens qui accumulent, en fait, parce que l'affaire, c'est juste la dernière pierre de l'édifice, mais comme tu disais, Michael, ça a commencé il y a 4 ans quand il a frappé un autre pilote.
enfin, je veux dire, encore une fois, il a frappé un autre pilote. Dan Ticktum avait été suspendu pour avoir percuté un pilote sous safety car. Donc c'était normal qu'il soit suspendu. Mais encore une fois, Mazepin passe au milieu de tout de manière totalement incompréhensible. Et rien que notre ami Kung Fu Karting italien il y a quelques semaines, il a été banni aussi. Donc, et il y a bien, comme le dit le point J, il y a bien une licence à points en Formule 2. Qui est un système légèrement différent de la F1, c'est-à-dire que si vous, par exemple, vous arrivez à 12 points en course 1, vous pouvez quand même faire la course 2 et vous êtes banni pour le week-end suivant. C'est par meeting que ça fonctionne, mais notre cher Mahavir Raghunathan, formidable pilote de Formule 2, lui, il a réussi quand même à perdre sa licence 2 fois. Bon, en plus d'être à 8 secondes des meilleurs, il était en un an. Voilà, c'était très très grandiose. Très très grandiose. Et il lui restait un seul point après ce week-end. C'était très limite, mais maintenant sa licence revient à 0, si je dis pas de bêtises, Mazepin, puisqu'il est toujours censé faire ses débuts en Formule 1 l'année prochaine. Greg, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Ou Gaël, l'un de vous deux, l'un des G. Ouais, enfin moi j'ai un problème, j'entends plus Greg, donc je sais même pas si je lui coupe la parole ou pas. Mais... Il est juste triste, mais il ne parle pas, tu peux y aller, mon cher. Je me suis mué comme un cap. Cas Mazepin, moi je suis très en colère. Très en colère, déjà vis-à-vis de la FIA. Se communiquer, c'est un petit peu n'importe quoi. On se range derrière l'avis de Haas, c'est un petit peu facile. Alors, il y a le sportif et l'extra-sportif. Si on parle du sportif, je suis désolé, mais avec ce qu'il nous a montré à Sakir, j'ai envie de dire, alerte à l'enlèvement, où sont les drapeaux noirs? On les a brûlés. Il a fait de la course aussi. Ça a aidé. En quelle année on a brûlé les drapeaux noirs, quoi? Moi, je me pose la question. Donc, si on commence un petit peu à passer l'éponge rapidement sur ses comportements, et c'est pas les 2 fois 5 secondes de pénalité qu'il a pris que ça va changer la mentalité du garçon. Donc ça déjà, je trouve ça un petit peu choquant. Et sur l'extra sportif, alors je ne veux pas commenter l'histoire de ces attouchements, etc., parce que il y a le fond et la forme. Donc sur le fond, à vomir, parce que je veux pas non plus qu'on croit qu'on. Non, bien sûr. Sur le fond, on n'a pas tous les détails, mais déjà de ce qui nous a été, entre guillemets, permis de voir, c'est juste à vomir, effectivement, et c'est juste cette forme-là qu'on dénonce un peu. Mais je suis désolé, la FIA et la F1 pourraient quand même avoir un droit de regard, parce que quand les pilotes veulent arriver en Formule 1, ils gravissent l'échelon des monoplaces et des formules de promotion. Donc, déjà, tu es un petit peu dans le sérail de la FIA. Quand tu es en F3, quand tu es en F2 et que tu arrives en F1, je suis désolé, mais la FIA peut avoir son mot à dire, même sur de l'extra-sportif et même en dehors des circuits. Surtout là, sur cette affaire-là, avec cette jeune fille, je suis désolé, mais c'est pas comme si la FIA avait créé une commission pour les femmes en sport. C'est pas comme si on avait le programme Girls on Track. C'est pas comme si on avait Michel Mouton à la tête de la commission. Donc j'aimerais quand même un petit peu savoir ce que eux ils en pensent, parce que le communiqué de la FIA et de la F1 c'est quand même un petit peu trop facile. Et puis l'an prochain, nous allons quand même avoir la W Series en support de la F1. Donc la W Series, la monoplace dédiée aux femmes. Donc ça va être quand même un petit peu amusant de voir Mazepin croiser ces demoiselles en combinaison l'an prochain. Donc moi je trouve que c'est un petit peu facile quand même. Qui c'est qui a amené des escorts sur le circuit? De passer l'éponge aussi vite. Voilà. Après, sur la vidéo qui a été postée, on ne juge que des images. Et c'est déjà, c'est déjà beaucoup trop pour ce qui a été montré, quoi. J'ai failli en faire une de blague, Greg, mais je me suis dit à un moment donné, on va éviter de recevoir des DM d'instances dirigeantes que vous avez écouté, vous faites du mal à la F1. Bien entendu, je caricature. Oui, voilà, bien sûr. Mais je vois bien Mazepin arriver et dire, bah dis donc, mais depuis quand les Grid Girls font des courses? Je comprends pas, c'est quoi le bordel? C'est complètement fou. Mais c'est vrai que oui, il y a W Series. Bon, après, ça, on pourrait aussi faire une émission sur est-ce que W Series a sa place? Ça pourrait être encore un autre débat. Bien sûr, je vous ai mis un petit sondage, les amis du chat, si vous voulez. Nikita Mazepin a-t-il sa place en Formule 1? C'est un sondage où on ne sait pas ce que vous votez. Vous avez donc le droit de voter oui si vous le pensez, sans devoir vous défendre. Parce que sinon, évidemment, si on sait qui vote, ça fait le genre de sondage où tu peux pas voter autre chose que non, bien sûr. Vous me dites, moi j'ai peur pour Latifi à ce prochaine. Officiellement, on sait pas qui vote, mais officieusement, toi tu sais tout. Alors, moi j'ai pas assez d'infos, je suis très déçu. Twitch fait vraiment mal le truc et je n'ai pas les infos, je suis vraiment très très déçu. Twitch en Russie, par contre, tu peux tout savoir. Voilà, tu sais même avant même qu'il vote, qui pense quoi, et ça c'est quand même très fort. Évidemment. Mais voilà, bon, Nikita Mazepin, c'est quand même. Alors j'ai lu des avis de gens qui disaient oui, mais qu'est-ce qu'on aurait dit de Jameson si les réseaux sociaux existaient?
Mais il a jamais jamais fait ça. James Hunt. Alors d'accord, à chaque Grand Prix, il avait des relations intimes avec une fille différente, mais ils étaient des consentants, ils étaient juste playboy, il y avait rien de... Voilà, c'était pas... Si je puis me permettre, alors je vais faire une analyse, on va dire, par rapport à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux et compagnie. Alors James Hunt, déjà, c'était une autre époque. Ok. C'était la liberté sexuelle, etc. Il y avait pas mal de choses. Et je pense que la femme n'est pas considérée de la même façon. C'est-à-dire que là, si on regarde ce qui s'est passé avec Maspin, comme vous l'avez dit, on n'a pas tous les éléments. À savoir que la fille, quelque part, semble, entre guillemets, consentante. Elle est à l'arrière d'une voiture, elle fait un geste un peu obscène, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle repousse le gars et qu'après ça, ils se désabonnent mutuellement de leur propre compte Instagram pour qu'ensuite elle balance un communiqué en story en disant « Non, mais c'est mon pote, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci ». Ce qui sous-entend, et on ne sait pas le fond de l'affaire, que, je répète, je me fais un peu l'avocat du diable, à savoir que si on regarde et qu'on a une vision un peu comme ça de la chose, on se dit, bon, ben écoute, elle a pris sa petite valise de billets et on n'en parle plus. Voilà, en soi, il n'y a pas eu mort d'homme. On ne sait pas ce qui s'est passé après la vidéo. On ne sait pas ce qui s'est passé avant la vidéo non plus, quelque part. Donc voilà. Mais il y a des filles qui ont réagi du coup, à savoir que quand vous êtes avec un mec comme ça, vous ne savez pas trop comment réagir. Vous êtes en caméra, la nana en plus n'est pas en possession de tous ses moyens. C'est-à-dire que ce geste gêné là de le pousser, on le voit très bien, c'est peut-être une façon de dire t'es bien gentil. Elle est quand même avec deux mecs qui techniquement peuvent s'arrêter sur le bord de la route, la coincer à l'arrière du Cayenne et lui faire sa fête. Donc façon de parler, elle est un peu le cul entre deux chaises. Bien sûr. Donc moi je parle pas pour cette fille parce que quelque part s'il faut ce qu'elle a dit en Insta Story, c'est purement la vérité. Ça, techniquement, on ne le saura pas parce qu'il y aura toujours un sens critique derrière ça. Surtout que derrière, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les oligarques et les oligarques sont très forts pour masquer les choses de la vie. C'est pas qu'en Russie, en France aussi, si vous tapez si un fils de ministre écrase un Pékin moyen, croyez-moi que ça va pas se savoir. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça dans tous les pays. Voilà, donc si vous voulez, cette façon de voir les choses, j'avais eu une discussion avec une fille sur Twitter, justement, par rapport au dernier truc, la nana qui justement mettait les screens de Maspin, où j'ai marqué, je cautionne pas ce que fait Maspin, à lui demander des nudes, etc. Mais la nana lui dit, texto, va falloir gagner ta pitance si tu veux vraiment voir des photos de mon cul. J'ai dit, techniquement, quelque part, elle est en train de collaborer en disant bah écoute, moi c'est donnant, moi tu m'invites sur les courses et moi je vais venir et moi je vais bien t'envoyer des photos un peu olé olé. Mais elle m'a dit moi j'étais du côté de la nana, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment répondre, ce sont des gens qui sont quand même entre guillemets importants, on ne sait pas trop la position de la nana, ce qu'elle veut faire dans la vie, etc. S'il faut, ce sont des gens qui demain tapent à la porte et tu ouvres, il y a là, on part dans des extrêmes et dans du caricatural, mais tu retrouves un poisson planté dans ta porte. Donc tu te dis, bon, bah écoute, t'as frappé tu t'es amusé avec les mauvaises personnes. Donc je pense qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Et ne serait-ce que notre jugement d'être un peu trop prude quelque part, je veux dire, vaut mieux à la limite être prude et juger quelqu'un par rapport à ses faits passés. Je veux dire, le mec, comme tu as dit, comme vous l'avez dit, il a un bagage, ce mec. Oui. C'est-à-dire que c'est pas sa première tentative. Il a une réputation un peu sulfureuse. Ne nous le cachons pas. Ce qu'il a fait l'autre jour dans la voiture, il n'a pas fait que toucher les seins innocemment. Ça aurait pu aller peut-être un peu plus loin, etc. Et peut-être que ça allait plus loin derrière. On le saura jamais. Voilà. Donc vraiment, c'est le truc de dire ouais, James Hunt, etc. Autre époque, autre mœurs, autre personnage. James Hunt, il avait un petit côté séducteur quand même. Lui, il a un petit côté. Et viens là. Oui, bah voilà, non mais c'est ça, c'est un peu. C'est ça. Il y en a, c'est pareil avec le pilote de F3, hein, je crois, qui se filmait lui en train de rouler à 200 à l'heure. Enfin bon. Le russe, à restaurant et Il disait oui, mais c'est pas moi qui filme. Enfin, voilà, bon. Et là, Etienne n'a toujours rien dit. Non, mais ils s'en foutent un peu, mais c'est. En fait. Je reprends un peu moi ce que disait Mila dans le chat, qui disait j'ai pas envie que mon sport et ma plus grande passion dans la vie soient reliés d'une façon ou d'une autre à ce genre de mec. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que parfois, bon bah.
voilà, on a quelqu'un qui fait partie du paysage pendant des années, on apprend un truc terrible sur lui et il est paria immédiatement et c'est une catastrophe. Et ça ruine aussi des fois des vies sur des on-dit, parce qu'il faut aussi parfois le dire, voilà, il y a des choses, le tribunal populaire quand même, bon, on en a soupé, on en soupera encore très longtemps, et parfois tu peux quand même ruiner des carrières sur des choses aussi où le mec n'est pas, ou la fille, c'est aussi parfois, bien sûr, il y a aussi ce genre-là, mais où la personne n'est pas impliquée. Mais ici, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a tous les éléments, tout est déjà prouvé, et on va lui dérouler le tapis rouge l'an prochain. C'est un peu... En fait, le problème, pour rebondir justement sur le fait de dire de ne pas associer la F1 à ça, c'est qu'il y a un point du règlement de la F1 qui permet justement à la F1 de dire « nous, on ne veut pas de ça chez nous ». Et alors, pas de problème qu'ils ne jettent pas les gens n'importe comment, mais au moins lancer une enquête, lancer quelque chose, mettre le pilote sous une loupe, et que chacun de ses faits et gestes soit passé au crible, et qu'on lui remontre ce qu'il a fait avant. Et en fait, en gros, au bout d'un moment, il faut que la F1 se dise, nous, on ne peut pas accepter, parce que même s'il n'y a pas, encore une fois, le débat sur le consentement, tout ça, déjà, pour moi, ça reste quand même assez honteux. Et en plus, de toute façon, il y a quand même attouchement, vidéo postée, et c'est déjà trop. En fait, la F1 est déjà en train de se mettre à moitié dans cette même image que ça. Et je veux dire, en NASCAR, quand il y a un pilote qui fait quelque chose, que ce soit ils prennent de la drogue, Kyle Larson qui avait dit le N-word sur une vidéo, tout ça, le pilote est viré, et ensuite, on lui propose de faire ce qu'ils appellent le road to recovery, où le pilote doit un stage, en gros, pour remontrer qu'il est apte et qu'il a compris ce qu'il a fait. Et je trouve ça pas mal. Et en fait, je ne comprends pas. Là, aujourd'hui, la question que je me pose entre l'affaire du pilote qui roule à 230 dans un Urus, Mazepin, etc., je ne comprends pas ce qu'attend la F1 pour montrer l'exemple et marquer l'exemple en disant, voilà, là, ça a dépassé la ligne, on ne va pas plus loin, maintenant, on arrête. Et en fait, je ne comprends pas, parce que là, on est en train de justement cautionner ce genre de choses indirectement, et c'est beaucoup trop dangereux. Qui a une grosse politique en ce moment sur la sécurité routière. Aussi. Voilà. Ils ont 2 campagnes de sécurité routière. Oui. Et Todd qui a sorti son livre. Et Deleda qui poste sa vidéo à ce moment-là. C'est ça. Ce qu'il ne faut pas faire. Ah, mais c'était un atelier. C'était les tutos. Ne faites pas ça. Ah merde. Non, mais voilà. J'ai écrit un bouquin, ça tourne mal. Explication. Non, mais c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils montrent pas l'exemple, et j'ai du mal à comprendre qu'ils se laissent, qui déroule le tapis rouge, comme tu dis, à un pilote qui a déjà montré largement ses limites humaines, au-delà de ses limites en piste. Et surtout qu'il n'y a pas une seule réprimande, en fait. Et il se range du côté de l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe, on ne sait même pas quel communiqué elle va sortir pour dire bon ben voilà, on a réglé ça en interne. Ça se trouve, on sait même pas ce qui va en sortir de l'histoire. Ne soyons pas naïfs, ils vont sortir un beau discours. C'est comme tu dis Manu, ils vont, s'ils pouvaient nous prouver, mais demain ils te prouvent par A plus B que la nana était totalement consentante, qu'ils étaient tous passablement éméchés et que c'était juste une connerie d'adolescents, parce que ce sont des grands adolescents à ce niveau-là. Est-ce que tu vas les croire? Moi, je pense pas. Tu parles, Michael, du tribunal populaire. Je pense que quelque part, on l'a déjà condamné. Je vais pas dire ce pauvre garçon. C'est pas ce que je dis. Je veux dire, on l'a déjà condamné, justement, par rapport à son passif, parce qu'on connaît son personnage et sa personnalité. C'est un garçon qui a quand même une case. Ok? Donc, voilà. Mais ça je suis d'accord. Je suis d'accord Ray, sur le fait qu'effectivement, il n'y a plus, comme le dit aussi Mila dans le chat, il n'y a plus de présomption d'innocence. Et le Spodio nous demandait dans le chat, voilà, parce qu'il y avait le traitement aussi de Raikkonen et son procès avec la Canadienne. Hein, on se rappelle, il y a 2 ans, Raikkonen avait donc une femme canadienne l'avait attaqué en justice pour donc un touchement sexuel en 2016 dans un bar où Raikkonen était passablement léché. Raikkonen, lui, a aussi porté plainte. Et pourquoi cette affaire a été oubliée? Je pense aussi, évidemment, que d'un côté, il y a sans doute l'image de Kimi Raikkonen aussi qui aide à vouloir faire passer les choses plus facilement d'une certaine manière, parce que c'est l'un des pilotes les plus aimés en Formule 1, donc ça peut aussi aider. On lui passera plus facilement l'éponge à lui qu'à Mazepin, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, je pense simplement que ils ont dû aussi, à mon avis, démontrer que voilà, la plainte postée par la femme n'était pas recevable. C'est le côté double tranchant. On a c'est toujours ce genre de choses. Et bon, on va s'arrêter là, messieurs, parce que j'ai peur de partir et moi-même partir dans un immense débat dessus. Mais c'est toujours le côté de, on peut être tenté de parfois
déformer la réalité ou inventer toute pièce juste parce qu'il y a une possibilité. Vous voyez, le problème, c'est que MeToo a montré beaucoup de belles choses. Je te laisserai parler, rassure-toi, je te donnerai la parole juste après. Mais MeToo a montré de très belles choses et une très belle libération de la parole, mais qu'on peut aussi, qui peut aussi montrer des mauvaises choses. Vas-y, Gaël. C'était juste pour finir avec ça, mais la FIA aurait très bien pu simplement faire, entre guillemets, un rappel à l'ordre et dire que, certes, d'un côté, il y a l'homme et de l'autre côté, le pilote. Ça veut dire qu'il y a le personnage privé et le personnage public. Dès lors qu'ils consentent à ouvrir un compte sur les réseaux sociaux à leur nom, ils deviennent un personnage public et, entre guillemets, ils pourraient un petit peu montrer l'exemple. Et ça serait quand même pas mal que la FIA remette un petit peu ça sur le devant de la table et fasse un rappel à l'ordre et leur dire, écoutez, vous êtes des personnages publics, vous devez d'être exemplaires, et ça, ces vidéos, c'est juste pas tolérable. Donc déjà, la réprimande et une sanction, quelle qu'elle soit, de la part de la FIA, était facile à mettre en place. Et la FIA pouvait faire aussi de la pédagogie et rebondir sur Deleda, parce qu'ils ne l'ont pas fait, et de leur dire, vous êtes des personnages publics. Et vis-à-vis du public qu'on vise, le jeune public qu'on essaie de reconquérir, c'est tout simplement pas possible d'avoir ces images. Après, sur le fond, la forme, tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est de la salade interne. Ils jugent, nous on trouve ça dégueulasse, mais on ne peut pas être juge, nous on ne peut pas condamner, on peut pas, voilà. Mais on dit juste que c'est dégueulasse. Mais par contre, voilà, ils sont des personnages publics. Ils doivent montrer l'exemple. En fait, on est voilà. à l'heure des influenceurs. Et comme tu dis, ils doivent montrer l'exemple. Russell, etc. Je veux dire, Leclerc, on n'attend pas que ce soit des personnages lisses, mais on attend que ce soit des personnages qui soient un exemple pour les gamins qui les regardent. Si Norris commence à faire ce genre de choses avec toute l'armée qu'il a, on fait quoi? Bien sûr. Voilà. Ils doivent se rendre compte de ça. Et je vous rappelle, pour prendre des situations qui ne sont pas du tout les mêmes, mais qui ont quand même eu des répercussions, Daniel Abt a perdu son boulot parce qu'il a triché sur une course en ligne. Hein. Voilà. Juste pour info. Donc, tu vires un pilote pour du sim racing, qu'est-ce que tu fais pour un pilote qui palpe les scènes d'une fille, quoi? Et on lui pèlera. C'est ça, on a envahi du Limousin. La F1, c'est une marque, donc à partir de là, ils devraient défendre leur marque et son image, tout simplement. C'est assez terrible parce que voilà, bon, c'est une situation dont on voulait évidemment vous parler. À mon avis, on risque de vous en reparler. Si ce n'est pas la semaine prochaine, dans le dernier de la saison, à mon avis, début de l'année prochaine, on risque évidemment d'entendre parler encore de Nikita Mazepin et de ce qu'il a fait. Mais on a eu des news quand même cette semaine. Et bon, il y en a eu au moins une qui nous a fait plaisir, je pense. Puisque préparez vos machines à remonter le temps, on repart en 2006. Juan Pablo Montoya a signé chez McLaren pour l'Indy 500 l'an prochain. Bon. Calmons-nous tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'équipe de F1. Enfin, c'est la même équipe en soi, c'est le même nom, mais tout est géré différemment quand même aux États-Unis. Il va faire des tests rookie IndyCar ou pas? Oui. Alors tu rigoles, mais il va être obligé de passer par contre son test des vétérans parce qu'à Indianapolis, tu ne peux pas venir juste y rouler. Il doit d'abord faire son test en 2 phases pour montrer qu'il est apte à pouvoir piloter aux 500 miles d'Indianapolis. Daniel. Lui, il va faire un vrai test. Ce serait un vrai test des rookies, ce sera pas comme ce que va faire Alonso ce week-end, enfin c'est la semaine qui vient. Mais lui, il va devoir effectivement faire ce petit test. Bon, c'est vachement chouette. Il n'y a plus Ron Dennis, donc il n'y a pas de souci pour Ron Pablo Montoya. Mais ça fait plaisir. Ron Pablo Montoya, c'est quand même un pilote qui a remporté 2 fois les 500 miles d'Indianapolis, en 2000 et en 2015. C'est le record. Hein. Il n'y a jamais un pilote qui a remporté 2 victoires avec 15 ans d'écart à chaque fois. Donc c'était assez formidable. Et moi, je trouve que c'est vachement chouette de le retrouver l'an prochain. Et c'est un peu la perte du team Penske hein, pour moi, parce que bon, Penske va aligner quand même 4 monoplaces, il ne faut pas s'inquiéter pour eux, ils auront des très bons pilotes l'an prochain. Mais Castrales va rouler chez Meyer Shank, Montoya va rouler chez Arrow McLaren, et je pense que pour ces petites équipes, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est pas mauvais pour eux. C'est une bonne nouvelle pour l'IndyCar, de toute façon, parce que Montoya, là-bas, c'est un monument quand même en IndyCar, donc je veux dire, il n'a pas le palmarès des plus grands, mais il a marqué le championnat sur 2 époques différentes, donc à partir de là, c'est bien qu'il soit là encore une... Tant qu'il peut être là, c'est bien. C'est ça exactement. Après, Montoya, c'est ça qui est fort, il a réussi à marquer le championnat. Il a fait au total, je l'ai calculé rapidement dans ma tête. Il a fait 5 saisons, quoi. C'est ça. 5-6 saisons. Un peu Montoya, donc ça va, c'est pas mal. Il a fait 5 saisons complètes, il a fait les 500 miles en 2017. Et c'est quand même un nom extraordinaire outre-Atlantique et même pour nous. Moi, j'ai hâte parce que je me dis. Ça va peut-être poursuivre aussi cet intérêt européen pour l'IndyCar et pour les 500 miles d'Indianapolis. Tout le monde venait pour Fernando Alonso. Il ne sera plus là les 2 prochaines années au moins.
c'est bien quand même d'avoir des noms. On va retrouver des Montoya, des Takuma Sato, voilà, des noms qu'on connaît un petit peu. La prochaine, c'est le club des quadras. Hein. Ah bah de toute façon, oui, non, mais c'est IndyCar, ça, c'est un truc. 40, Power 40, Dixon 40, Hunter et 40, Bourdet 42, Sato 44, Montoya 45, Castroneves 46, Canan 46. Oh putain. Moi je trouve ça merveilleux. C'est quoi? C'est l'Indypad? Indypad. Hein, c'est quoi ce championnat? Non mais c'est ça qui est quand même merveilleux, c'est parce que on est d'accord que nous, voilà, avec notre génération, il y a un peu de tristesse, et tu dis des fois tu reprends un F1 2000, tu te dis ah c'était des pilotes, c'était une époque, c'était vachement cool, on aimait bien ces pilotes-là, et c'est un peu triste même si on aime beaucoup les pilotes d'aujourd'hui. Mais en IndyCar, t'as pas ce problème, parce que tu prends le jeu qui est sorti en 2003, t'as la moitié du plateau qui est encore aujourd'hui, donc y a pas de... C'est ça. C'est très bien. C'est-à-dire que... Et après, en NASCAR, hein, donc on a encore voilà. En IndyCar, tu te rappelles avec émotion de l'époque de Bobby Rahal, de Rick Mears, voilà, c'est eux, ils étaient là il y a pas encore longtemps finalement, alors que nous, voilà, du moment qu'il agresse pas de caméraman, Montoya, tout ira bien. Par contre, ce qui était terrible, c'est qu'on a regardé les réactions, c'était Jeff Gluck et puis journaliste NASCAR, et qui s'était réjoui de la nouvelle de Montoya en IndyCar, et qui avait dit c'est terrible parce que quasiment toutes les réactions à la news qu'il a postée sur Twitter, c'était ah bah tant qu'il évite le pick-up qui sèche la piste, tout ira bien, c'est rigolo. Hein. Tout simplement parce qu'il y a 8 ans il s'est pris un pick-up, voilà, bon, pendant une course de NASCAR, le pick-up a pris feu, et je me dis le mec il a gagné Monaco, il a gagné les 500 Indianapolis, Oui. un pilote qui a tout fait, il a gagné en NASCAR, il a gagné partout, ah bah dis donc il pourrait se prendre un pick-up, c'est extraordinaire. On me dit que Paul Tracy ne sera pas là. Paul Tracy sera dans la cabine des commentaires, évidemment, comme d'habitude. Mais après, c'est le genre de truc, voilà, c'est comme... Enfin, ça aurait été... S'il n'y avait pas eu Bahreïn, on aurait dit la même chose à Romain Grosjean. On dit, ah bah attention, il y a l'épingle de la source. Enfin voilà, c'est des trucs, voilà. C'est vous dire que ça reste dans l'inconscient collectif. Et bon, évidemment, les gens qui réagissent comme ça sont principalement ce qu'on appelle des Formule X, hein, nous dans le domaine de la Formule 1. Je ne parle pas Formule X, le compte Twitter, hein, mais juste voilà, vraiment des mecs, c'est des gens qui n'ont rien, enfin voilà, qui aiment vite fait le sport auto. Quand il y a un accident, ils sont rigolos, ils disent, ah c'est marrant, t'as vu, il a tapé le mur, c'est rigolo. Voilà, faut pas trop leur accorder d'importance à ce moment-là. Et nous, on préfère dire que ce sera quand même vachement bien d'avoir Paul Montoya au départ pour la première fois depuis 2017 des 500 miles d'Indianapolis. Surtout que ces deux dernières participations, il est un petit peu en dedans. Ça fait plaisir évidemment de le retrouver. L'an prochain, on avait vu quoi également? Je vous avoue que j'ai pas préparé à fond, mais par contre, on va retrouver la Renault R25 ce week-end. Là, on fait que du vieux. Hein. Mais on va retrouver Fernando Alonso avec une R21. Et une R5. Avec Joe Radiotti qui fera les donuts autour. Ça va être formidable. Mais je trouve ça vachement bien. Pour le jeune Fernando Alonso qui va pouvoir d'ailleurs tester d'abord une F1 moteur V10 avant de tester la Renault RS20. Il a la même carrière que Mick Schumacher en fait, c'est terrible. C'est vrai, il pilote des anciennes F1 et puis il va arriver en F1 l'an prochain, c'est beau. C'est merveilleux ce qui lui arrive quand même à Fernando Alonso, qui va donc retrouver c'est Fernando Alonso Junior, c'est ça? Ah non, c'est toujours le même. C'est terrible, mais ouais, c'est vrai que c'est terrible parce qu'au moins, voilà, Michael Schumacher, il a laissé son fils, tu dis, non, Alonso, il dit non, je la roule d'abord avec, et puis dans 25 ans, mon fils viendra. J'ai pas d'enfant, du coup, je reste. Voilà, je fais des trucs, mais bon. Alors, j'ai vu, bon, ça c'est toujours pareil, j'ai vu des messages sur les réseaux sociaux de gens qui disent que c'est limite scandaleux qu'ils viennent rouler avec la R25, voilà, c'est un scandale, c'est honteux d'accorder de l'importance. Les gars, moi je suis très content et je vais tout faire pour voir ces 3 runs qu'il nous fera ce week-end. Enfin voilà, c'est Fernando Alonso qui roule avec la voiture de son premier titre en Formule 1, c'est formidable. Surtout quand Mick a roulé avec la voiture de son père, tout le monde était content, je vois pas le problème. Bah oui. C'est plus une voiture, c'est pas un entraînement ou quoi que ce soit. Oui, mais c'est un gros connard aussi, Alonso, d'après ces gens-là. C'est le problème. C'est vrai. C'est le souci. Pas faux. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu pour l'année prochaine, ils vont inaugurer la saison avec Massa qui va rouler sur la voiture de son titre. De 28 secondes. Il va rouler 8 secondes. Il va sortir des stands. Et c'est terminé. Merci Felipe. Bravo beaucoup. C'était superbe. Non mais voilà, c'est le truc. Moi je trouve ça. Essence, bien sûr. Moi je trouve ça complètement dingue. Enfin, on dit rien. Alors voilà, ils ont fait un stand spécial, Fernando Alonso avec la photo de son titre et tout. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il fasse ça?
Parce que c'est le problème des réseaux sociaux. J'ai envie de... mais- C'est qu'on donne son avis comme ça, voilà, des trucs. Mais si tu t'en fous, mais le dis pas ton avis, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut te faire qui va rouler avec ces R25? C'est rigolo pour certains, moi ça va me faire beaucoup de bien, je vais trouver ça superbe. Ça va me rappeler des merveilleux souvenirs. Moi j'avais 13 ans quand il a gagné son titre, j'étais comme un fou. Voilà, laisse les gens qui ont aimé profiter de leur instant. C'est pour le... Sous l'ère Eccleston, on a dit ils en font pas assez pour la F1. Mais ouais. Bah, la Liberty Media exploite le filon de l'histoire de la F1. Ah, c'est juste formidable, merci quoi. Moi j'ai pas pu blairer Michael Schumacher dans F 2004. J'étais très content de voir son fils la piloter. Enfin, Non, mais c'est ça. c'était beau moment. C'est chouette d'avoir des vieilles F1. Tout le monde est content de. Enfin, à la fois, je pense que les gens qui découvrent la F1 maintenant sont contents de voir ce que c'était une F1 il y a 15-20 ans, ou même plus, parce que le Grand Prix de France, il y a 2 ans, avait fait rouler des vieilles Renault et tout ça. Et à la fois, pour les gens comme nous qui justement avons vécu ça en direct, c'est un peu, alors selon l'âge qu'on avait, c'est la Madeleine de Proust, ou c'est lié à des souvenirs et tout ça, donc c'est chouette. Puis c'est des belles voitures, enfin, je veux dire, c'est pas. C'est des jolies F1, ça fait un beau bruit, il faut arrêter quoi. Peut-être qu'un jour, on verra le fils de Nico Hülkenberg rouler dans sa voiture de sa première victoire. Bon, on va dire, bon, hein, voilà. Dans la Red Bull RB17. Paul, bien entendu. Non mais c'est vrai, évidemment, si demain vous me dites Marcus Ericsson va venir faire des tours de démonstration avec la Caterham de 2014, là je serai un petit peu moins hypé, quoi, je comprends. Ouais, c'est un freak show après quoi. Là c'est un champion du monde avec voilà, c'est pour symboliser d'ailleurs le passage de témoin entre Renault et Alpine parce que c'est le dernier Grand Prix de Renault en F1. J'ai l'impression d'avoir dit cette phrase beaucoup trop souvent. J'ai l'impression qu'on l'a entendu 17 fois dans l'histoire de la F1. C'est comme Vettel là. Vettel quand ils font la vidéo, ouais, adieu Alonso, etc. Et lui, ouais, au revoir à ton prochain retour. Hein. C'est ça, mais voilà, c'est techniquement le dernier Grand Prix du nom Renault en Formule 1, c'est le dernier Grand Prix du nom Racing Point en Formule 1. Ça sera moins, ça restera moins dans l'histoire, mais c'est un constructeur qui a gagné, hein, Stati. Ça dit, ce sera le premier Grand Prix de sa vie. Alors on demande pourquoi Alonso ne pilote pas une Minardi. Parce que là, c'est vraiment pour célébrer. Non, parce que sinon, voilà, alors il tirait pas non à ce qu'on fasse un grand Alonso show, il pilote toutes ses voitures, machin, tout ça, il fait ça dans son musée, d'accord, mais là, c'est uniquement pour symboliser voilà, la fin de Renault, le début de l'ère Alpine, et donc Renault pilote avec la première voiture du titre mondial. C'est un peu l'histoire de dire, voilà, c'était le premier titre mondial de Renault, peut-être que dans quelques années, on aura le premier titre mondial d'Alpine, et qu'on pourra faire cohabiter les deux voitures. Moi, je trouve ça que c'est très sympathique. La McLaren de 2015, je crois qu'il lui a foutu des coups de marteau. Je crois qu'elle est inutilisable, cette voiture. Mais voilà, moi, je trouve que c'est quand même une chose assez sympathique. Voilà, faut arrêter, je trouve, de ce côté ambiant, de toujours trouver la petite bête, le côté négatif, machin. Oui, Fernando Alonso est un personnage clivant. Oui, 92% des gens qui suivent la Formule 1 ne peuvent pas le blairer. Mais on va pas non plus en faire tout un plat. Et si Alonso a envie de toucher des nichons, laissez-le faire, merde. On est en 2020, un peu de progrès. On peut plus rien dire. Pascal Pro, s'il vous plaît, arrêtez. Vous pouvez pas dire ça, c'est insupportable ce que vous dites là. Mais voilà. On vous dit si Alonso pouvait piloter contre son miroir, il le ferait. Il se vanterait de le battre de 8 dixièmes de seconde dans les médias. Mais voilà, c'est des trucs. Enfin, juste laissons, voilà, tout ce qui touche comme ça, je trouve, à l'historique, laissons-les faire. Laissons faire ce qu'ils veulent. Et voilà, on va s'amuser. C'est que des bonnes intentions, du coup, c'est dommage de venir manquer de bienveillance là-dessus alors que. Pas besoin. Quoi. C'est du show, voilà. Ah oui. D'ailleurs, une petite parenthèse, tu dis, c'est pour faire la liaison Renault-Alpine. Oui. Et tu parles justement de Racing Point, c'est son dernier Grand Prix. Alors, autant Aston Martin, passer au nom Aston Martin, je trouve que c'est très habile parce que tout le monde continue à dire Force India une fois de temps à autre. Hein, qu'on se le dise. Mais là, je pense qu'avec Aston Martin, plus personne fera le truc. Par contre, l'année prochaine, le premier qui dit Renault, il s'en mange une. Hein. Parce que je pense que même si ça s'appelle Alpine, il y a plein de monde qui va continuer à dire Renault, Alpine. Et pire, il y en a qui vont dire Renault Alpine. Voilà. Oui, aussi. Ouais, en même temps, en 2011, il y en a qui disaient Renault, on disait non, c'est Lotus, mais en fait, c'était Renault. Alors bon, c'est bien compliqué. Hein. LRGP, on disait. Ça devient compliqué. Hein. Voilà, mais bon, après, voilà, ça va être quand même sympathique ce week-end de revoir la Renault R25. Alors, la livrée sera. La livrée sera différente hein, pour Alpine. Tout va vraiment changer. C'est-à-dire qu'effectivement, les Force India étaient roses, les Racing Point sont roses. Ça devient compliqué. Voilà. Mais je trouve qu'on s'y est plus habitué cette année que l'an dernier. Hein. Cette année, ils étaient au sommet, machin, ils faisaient des belles perfs. Ça monte sur des podiums. C'était plus, on était plus dans l'idée de dire. Jean-Michel, transition. En parlant de livrée, Mercedes aura une livrée spéciale pour ce week-end. Ouais, effectivement, puisqu'ils vont honorer le nom de ceux qui travaillent à Brackley, à Bridgeport, à enfin bref, en Angleterre, là où ils ont les moteurs, ou HPP, là, ils vont effectivement faire une livrée qui va honorer le nom de tous ceux qui travaillent justement sur la voiture.
C'est bien. Après, certains vont dire, ouais, bon, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu 7 ans pour le faire? Ça aurait pu faire en 2014. JDC, JDR, voilà. JDC, JDR. Mais voilà, non, c'est très bien, c'est une très belle intention. J'attends de voir sur un petit quelque chose pour. Oui, vas-y, Gaël. Hamilton portera le 1 ou pas en essai libre 1? Suspense, ça, il nous avait fait la surprise l'an dernier, donc c'est possible qu'il le fasse aussi cette année, bien sûr. Il portera le 77, voilà, et puis Valtteri Bottas portera un numéro D'ailleurs, Schumacher Junior en FP1 portera le numéro 50 oui. et pas le numéro 47. Oui, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Ouais, non, mais t'as bien raison, parce qu'ils n'ont pas le droit. Effectivement, certains se posent la question, mais ils n'ont pas le droit d'avoir le numéro, comment dire, définitif. Ils doivent utiliser un numéro qui leur est attribué par la FIA, des numéros de test qui sont donnés. C'est pour ça que. Alors, Kubica, lui, je crois, est quand même le 88, mais parce qu'il a été pilote de F1 l'année dernière et qu'il a encore son numéro à lui. Mais Schumacher aura le 47 l'an prochain. Et rassurez-vous, Fittipaldi garde son numéro anisé, le 50. Ouais, quand même, un petit pastaga à chaque tour de. J'ai failli dire Emerson Fittipaldi. Donc on va passer à la séquence suivante parce que je suis claqué, moi. Je n'en peux plus officiellement. Emerson Fittipaldi, moi j'ai envie que le GP Masters reprenne les choses. Et on retrouvera Jack Aitken, comme on dit, on retrouvera Jack Aitken mardi pour les tests jeunes pilotes. Avec Kubica, Buemi et Alonso, bien sûr. Les tests jeunes pilotes d'Abu Dhabi qui auront lieu. Donc mardi, on aura Guan Yu Zhou également chez Renault. On vous dira un petit peu tout ça, évidemment. On vous en parlera de ces tests jeunes pilotes rapidement, bien sûr. Mardi prochain dans le Racing Café, avec les Awards, on viendra sur notre 31 et non pas sur notre 50. Jeudi prochain, donc non, parce que mardi prochain... Putain, j'en peux plus, j'en ai marre. J'en peux plus de cette émission. Je n'en peux plus. J'en ai marre. Jeudi, évidemment. Venez jeudi, les amis. C'est jeudi, 20h30, évidemment. Dimanche, 17h30. Jeudi, 20h30. Maintenant, vous me verrez dimanche à 20h30, jeudi à 17h30. Michael Dutrophée, le seul Michael Dutrophée pour les awards. On les offrira. Je serai comme ça et doré. Voilà. Et ce sera des mois comme ça dorés. Et ce sera merveilleux. Voilà. Et non, tu ne touches pas le socle. Pardon, excusez-moi. Ça va être affreux. Mais on voulait inaugurer une nouvelle petite chronique dans cette émission. On aimerait vous donner un petit peu la parole parce que c'est vrai, certains nous l'ont dit et on prend toujours vos feedbacks, c'est super important. D'ailleurs, je vous remets le petit lien d'un petit sondage que je vous propose sur mon année Twitch. J'ai passé un an quand même sur Twitch, on avait commencé en octobre l'an dernier, mais donc on a fait une saison complète. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce qu'on fait et donc évidemment, vous qui êtes là pour le Racing Café, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ça nous est évidemment très important. On prendra des feuilles, on dira ça et on ira évidemment se torcher les fesses avec. On ira, faire du feedback, bien sûr. Non, mais sérieusement. Ah, tu peux, dans pas longtemps, tu vas être nommé à la FIA, toi. Parce qu'ils font des sondages, ils doivent faire la même chose, à peu près. Ils ont rien à foutre. Non, mais mettre pour les Grands Prix en danger, moi. Pour être honnête, voilà, c'est quelque chose, nous, on aime vraiment avoir vos retours et essayer de faire l'émission la meilleure possible pour vous. On prend beaucoup de plaisir à la faire, je pense que vous l'avez remarqué. Le principal, c'est que vous preniez autant de plaisir à la regarder ou à l'écouter. Et donc, certains nous disaient effectivement qu'il n'y avait peut-être pas assez d'interaction avec le chat, ce que je peux comprendre et ce que j'admets tout à fait. Donc là, et vous pouvez également m'envoyer des idées en message privé. Vous m'envoyez des idées partout. Vous pouvez me les envoyer par Pigeon Voyageur, tout ce que vous voulez. Toutes les idées sont bonnes à prendre et vous pouvez me les donner de n'importe quelle manière. Sauf évidemment si vous me dites, ton émission de merde là, tu pouvais changer d'autres trucs, là je le prendrai un petit peu moins bien. Mais donc j'aimerais bien vous donner ces quelques petits moments. Si vous avez des questions, si vous avez des idées aussi de sujets qu'on n'est pas forcément traités dans cette émission, c'est votre moment les amis sur le chat, allez-y. Des questions qui restent sur le lien du sport mécanique bien sûr, parce que je vous vois venir, dis donc, ça va parler de collection de Greg et tout, ça ce sera pour l'after évidemment qui débutera en 2021. Mais alors je tiens à préciser que moi je ne vois pas le chat, déjà j'ai à peine une connexion pour vous voir tous les trois. Donc c'est peut-être passé par mes camarades. Voilà, rassurez-vous, j'ai tout ce qu'il faut. Vous pouvez nous dire vos petites idées, vos petits... voilà, si vous avez vu aussi des choses qu'on n'a pas dit effectivement. Bon, Mila veut quand même me demander, et ça c'est évidemment la question que tout le chat se pose, où est-ce que tu as trouvé ton pull, Greg? Parce que là, il est quand même extraordinaire. Bah oui, attends. Bon. Et en dessous, avec le t-shirt qui va bien. Hop. Eh oui. Putain, non, c'est fort. Hein. Alors moi, j'ai un t-shirt Red Bull en dessous. Hein. Je sais pas si on va voir quelque chose. Ouais, j'ai quand même, je suis dit sport auto. Calme-toi, Nikita. Alors, Jérémy qui nous demande, et la Formule 1, ça sent Jérémy qui nous demande, et la Formule 1, ça sent la fin, non? Bon, on a un petit peu parti la semaine dernière de la Formule 1. Non, disons pas que ça sent la fin. C'est pas... Non. Ouais, non, Jaguar et Porsche se sont... Ouais, Venturi a été vendu à des investisseurs. Jaguar et Porsche ont confirmé qu'eux, ils continuaient et qu'ils continueraient à investir dedans. Ils n'ont pas dit jusqu'à quand ils continuaient. Peut-être que demain... Jusqu'au 2 janvier. Voilà. Non, ils vont... Jusqu'à l'Ipri de Santiago et après...
On renouvellera course par course. Ils vont rester engagés, donc on verra bien. Voilà. Mais c'est sûr que ça sent. Il y a Alexandre Waga qui est parti avec les valises pleines de bifton. Lui, il s'en bat les couilles. Il est sur l'extrême I en train de patauger dans la forêt amazonienne et dire regardez, la forêt, elle est déglinguée, mais on roule dedans. Il faut réveiller les gens pour leur montrer que c'est pas Mais bien, le la pire, forêt. mais Greg, ce que tu sais pas, c'est qu'il y aura une retransmission télévisuelle et je suis sûr que dans l'hélico, il y aura Yann Arthus Bertrand et que ce sera le moment précieux de dire oui, let's go to Yann Arthus. Oui, effectivement, regardez la Terre de nos entraînes qui est maintenant dépeuplée. Il n'y a plus rien ici. On est actuellement au-dessus du Yucatan où les Indiens Mohawks extraient de l'électricité, oh mon dieu, du pétrole, c'est génial. Vite, cachez-le, on n'en a pas besoin. Dans ces extrêmes I, c'est merveilleux. Et regardez, je peux vous parler dans cet hélicoptère et je parle au-dessus du bruit des voitures car ces voitures sont électriques, elles ne font pas de bruit, pas de pollution sonore. À part ce petit bruit strident. Ça va être ça. Ça va être ça, ça va être extraordinaire. Mouton Noir qui nous demande, allez-vous continuer le Racing Café pendant la trêve? Si oui, qu'est-ce qu'on était? Vous suivez aborder. Alors oui, le Racing Café, on vous le dit, hein, c'est l'avant-dernière ce soir, la dernière la semaine prochaine. Le Racing Café revient le 6 janvier. On fera la galette des rois ensemble, bien sûr, dans le Racing Café. On vous tiendra au courant. Allez sur le Twitter de la mairie de Levallois, évidemment, pour savoir si la galette sera toujours avec nous. Mais oui, donc on va faire des Racing Café pour la trêve. Alors, ça prendra évidemment moins la forme de Racing Café totalement sur les informations, puisqu'on aura moins de news à traiter, bien sûr. Mais on fera aussi des débats. On se permettra de faire peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de news au début, et puis une demi-heure, 3/4 d'heure de débats plus larges qui pourront avoir plusieurs infos, plusieurs angles. On pourra parler de l'historique de la FA, de l'historique un petit peu, voilà. On pourra évoquer pas mal de choses. Je trouve que ce seront des émissions, justement, où on pourra peut-être prendre plus le temps. Là, je regarde, il est 22h19, donc on a bien pris le temps, là, très clairement, aujourd'hui, encore une fois. Il reste le quiz, bien entendu, messieurs. Mais... Oh non. On pourra prendre le temps d'évoquer plus de choses et de développer peut-être sur des sujets qui ne sont pas justement des sujets un petit peu plus froids, des choses un peu historiques. Et je continue de penser qu'on fera peut-être justement dans cette intersaison aussi des moments où on verra d'anciennes courses ensemble. Et voilà, on pourra justement plus discuter. C'est pas tant le prétexte de revoir la course pour la commenter dans les conditions directes et revoir ça. C'est pas très intéressant, mais pouvoir justement discuter et partir justement. Le con. Oh merde, quel dommage. mais pouvoir partir sur des sujets, voilà, on voit du Montoya, va partir sur du Montoya et voilà, partir sur des choses pour pouvoir un petit peu vous parler un peu de l'historique aussi de ce sport qu'on aime tant. Donc on va faire des choses, bien sûr, bien entendu. Pandomec qui nous dit également Marquez 3e opération, ça pue un peu, oui. Ça sent quand même infection et tout le bordel. Il y a eu tout ça. Voilà, il y a eu une infection, il y a eu pas mal de choses, très clairement. Apparemment, ça parle déjà de 6 mois de convalescence. Ouais, 6 mois de convalescence, ça va être très compliqué pour l'an 2021. Ça sera une opportunité pour avoir un deuxième titre hors Marquez. Et puis même 2022, on commence déjà à pouvoir se dire, voilà, comment pourra-t-il revenir pourra-t-il récupérer le même niveau? Donc ça, on verra évidemment ce que ça donnera. Dans les mois à venir. Et la dernière question que je prends du chat, après on fait le quiz. YVML qui nous demande, Greg, est-ce que tu pourrais mettre une casquette Williams au vu de tes résultats dans les quiz, s'il te plaît? Ça nous je n'ai pas de casquette Williams. Je vais lancer un Tipeee à ce sujet d'ailleurs. moi je trouve ça honteux. Le mec a... attends, que je dise pas de bêtises. Moi personnellement, monsieur Rupteur, vous me faites vomir. Voilà, je vous dis tout de mots. Je trouve ça scandaleux. Le mec a 28 000 abonnés sur Twitter et il va se permettre de faire un Tipeee. Mais vraiment, c'est... Non, on dirait Villebrequin, quoi. Mais c'est ça, quoi. Et après, tu vas nous dire, ah oui, mais alors attendez, pour la casquette, j'ai dû relever 600 € parce que vous savez, avec les impôts, tout ça, la TVA, voilà. Vraiment, c'est honteux. Non, mais en soi, pour Villebrequin, je pense qu'ils ont été submergés par leur succès, les pauvres. Oui, non, mais les pauvres, ils sont vraiment... Voilà. Ils ont dû lancer ça en mode, peut-être qu'on va récolter 40 000 € à tout casser. Et encore, ils s'imaginaient même pas ce truc. Quand ils ont pété le bordel, ils ont dû se dire, oula, et je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, où à chaque fois, ils sont obligés de dire, il y a des impôts, mais oui, non, mais parce que ils ont fait tout un truc explicatif. Les pauvres gars, moi j'aimerais pas être à leur place. Pour ça d'ailleurs que sur Eurorupteur, il y a Geoffrey qui me disait oui, mais pour les frais d'hébergement du site, passe par un truc je veux pas que les gens donnent un copec. C'est un truc de passion. C'est mes thunes, les gens qui participent, ils participent bénévolement. Je ne les fais pas payer pour de l'hébergement. Et les gens qui interagissent avec moi, de la même façon. Voilà. Je veux pas de pub sur le site non plus. Enfin, bon, il y a plein de choses.
Voilà. Par Merde, contre, vous voilà. pouvez donner sur ce Twitch, hein, n'hésitez pas évidemment, bien sûr. Hein. Ça Michael fait Duforest, par contre. Voilà, je vous rappelle, la fondation Michael Duforest reste en place. 100% de vos dons vont à la fondation. C'est important pour moi de le dire parce que on sait qu'on peut toujours détourner un peu les. WWF. On peut détourner les fonds, tout ça. Non. Tous les fonds vont à la fondation Michael Duforest qui œuvre, et c'est quand même super important, je vous rappelle, pour le bien-être de Michael Duforest. Donc c'est super important, évidemment. N'hésitez pas. Ah, Michael, tu voulais me demander, c'est ça une Tesla? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Quelle couleur? Non, bleu d'Orient, s'il te plaît. On fera ça en privé. On va terminer, mesdames et messieurs, avec le quiz, El Famoso Quiz. Alors là, écoutez, on y est, hein, on sait plus quoi faire avec les quiz. On est à Abu Dhabi, donc évidemment, je veux vous demander les pilotes qui ont participé à un Grand Prix d'Abu Dhabi, parce que sinon, c'est pas On la drôle. déteste. Comment, Yael? On la déteste, cette course. On va perdre au quiz. Ah ouais, mais bon, j'en ai rien à foutre. Ah, s'il te plaît. Mais je vous demande pas 2009 parce que 2009 j'étais pas sûr que vous n'ayez pas préparé. Mais alors par contre, qui a fait le Grand Prix d'Abu Dhabi 2010? Alors là, vous allez vous en donner à cœur joie, évidemment. Non, Je prends mon petit calepin, mon bic, il est où? Il est là, et on va commencer par Manu. Les pilotes du Grand Prix d'Abu Dhabi 2010, bon courage, ils étaient quand même 24. Hein. Je vais te planter un couteau dans le dos, Michael. Je vais dire Vitaly Petrov. Merde. Il a pas fait le Grand Prix. C'est la seule fois où il a été bon en Formule 1. Quel enfer. Le mec, il en fait beaucoup trop. Rassurez-vous, ça n'est pas ce que je pense. Hein. Mais oui, Vitaly Petrov était là, il finit 6ème, bravo. Greg? Bravo. Raikkonen. Non. Je suis désolé, mais non, il était pas là. C'était pendant sa pause. Allez, c'est bon, je me casse. On a un nouveau record. Un nouveau record. Greg Elimi et son premier tour de jeu. Incroyable. Coup dur. Coup dur pour Greg. Il était en rallye et en NASCAR qui Raikkonen ces années-là. Il était sur le toit en 2010, Raikkonen. Ah là, il était en train d'enlever de la neige avec sa pelle. Bon bah Greg, malheureusement. Greg, je crois en toi. 2021, ça va être ton année. Je suis très mauvais. Mais moi, je suis très bon sur Wikipédia. Hein. 2021 devrait y avoir quelque chose comme 45 Racing Café. Allez. Tu vas être en finale de l'un des quiz. Moi, j'y crois et... La première victoire. On lance le... Non, quand même, Manu, restons un petit peu dans le potentiel. Voilà, j'ai une imagination débordante, mais tempérée par la raison, s'il te plaît. Donc, le Greg Othon, ce sera une finale pour Greg l'an prochain. Non, mais ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, je vais demander l'appel à un ami, je vais demander à Masta, que tu connais très bien, Gaël, qui lui est une bible encyclopédique, et je vais lui faire... Vas-y, souffle-moi les trucs. Ah non, mais l'ami Mathieu, si je l'invite pas au Racing Café, c'est juste parce que je veux que quelqu'un d'autre gagne le quiz. Hein. Moi, il y a juste pas de. C'est pas. Voilà, c'est pour que ce soit compétitif. Hein. Gaël. Kartikeyan. Bravo Manu. Non. La victoire d'Emmanuel sur ce quiz. Putain, mais vous êtes vraiment. Mais Kartikeyan. Non, c'était Chandok qui était chez HRT cette année. Même pas. Ah non, il a été remplacé par Senna, je crois. Mais oui, non, c'était Senna, c'était le bordel. Non, bah. Ah oui, il y avait Clean, il y avait Yamamoto. Alors les gars, voilà, donc on pouvait aussi appeler un autre pilote qu'on connaît moins, évidemment, bien entendu. Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Moi, j'aurais pu dire Button. Michael. J'ai ouvert une surenchère avec Petrov, en fait. Michael Schumacher, Nico Rosberg. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu suivre Manu. Bon, insultez-moi. En plus, 2010, c'était l'année où on était là, il y avait 5 champions du monde, on savait plus quoi en foutre. Et vous me sortez Petrov, puis plus personne. Merde. Donc il vous manquait Vettel, Hamilton, Button, Rosberg, Kubica, Petrov, Alonso, Weber. On en est à 400 Grands Prix, enfin 600, 800 Grands Prix hein, entre tous ces noms. Hein. Alguersuari, Massa, Heidfeld, Barrichello, Sutil, Kobayashi, Buemi. Merde, il fait les tests jeunes, les gars. Oh. Hülkenberg, Kovalainen, Di Grassi. Oh putain. Ah, Lucas Di Grassi quand même. Hein. Senna, Clean, les deux HRT. Christian Clean, un jour je vais enquêter sur comment il s'est retrouvé dans la HRT. Ouais. Jarno Trulli, Thibaut Glock, Michael Schumacher et Vito Antonio Iotti. Bravo Manu qui remporte le Michael du trophée d'aujourd'hui. Voilà. C'était le plus difficile. Hein. Une réponse. Mais merci à vous parce que voilà, je sais que vous l'avez fait exprès, vous êtes là, on n'a pas envie de refaire une émission de 2 heures, voilà. Et je vous remercie grandement. Merci beaucoup à vous, évidemment. Merci d'avoir été là, bien sûr, d'avoir été brillant avant le quiz.
Le quiz, c'était plus compliqué. On se retrouve jeudi prochain pour la dernière de l'année 2020 du Racing Café. Et oui, on ne vous accompagnera pas à votre réveillon du 31 et non plus du réveillon de Noël. Je suis très déçu de vous apprendre ça. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas, encore une fois, c'est très important pour ceux dans le chat, à remplir le petit sondage. Bon, Carré est plus fort et plus rapide que la lumière pour me faire ça. N'hésitez pas, c'est super important. N'hésitez pas à revenir évidemment la semaine prochaine et aussi dimanche. C'est sympathique, dimanche. Vous n'avez pas mes comparses. Mais je vous débriefe quand même le Grand Prix, c'est tout à fait sympathique bien sûr. 17h30 pour le débrief de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et puis la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de Twitch de l'année. Hein. Donc lundi, je vous fais du Among Us. Vous allez voir si je sais être politique et machiavélique. À mon avis, on est mal barré. Mercredi prochain, je vous organise un quiz sur l'Eurovision. Et jeudi prochain, le dernier Racing Café de l'année, nos awards. Ça va être je ne serai plus là à cause de ma connexion de merde. Merci Orange. Ce qui est beau, c'est que vous commencez à nous connaître. Vous savez très bien qu'il y aura 3 awards sérieux et après, ça va être n'importe quoi. Venez, on va s'amuser. On vous fera tout ça. Je vous mettrai des liens. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est en haut de l'écran. Je vous donnerai les liens pour voter, évidemment, parce qu'on vous demandera évidemment votre avis aussi. On ne va pas faire que nos votes internes, bien sûr. On fera notre petite shortlist, mais je vous inviterai à voter. Ça devrait être, je pense, lundi au plus tard, sinon pendant le week-end d'Abu Dhabi. Vous voterez pour vos Racing Café Awards de l'année. Merci à Manu et à Gaël. Merci à vous encore d'être aussi fidèles parce que c'est un beau succès le Racing Café et c'est grâce à vous également. On se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Des bisous. Ciao. Bonne soirée à vous.